Hello, salutations à tous. Bienvenue donc sur Codex Vitae pour notre nouvelle émission Ordo Ab Vitae, qui a pour but de promouvoir le vivant par l'action, là où la magie. Salut à tous, merci pour votre présence. On est toujours très très heureux de vous retrouver. Donc là, comme vous le voyez, avec un nouveau format, qui va aller dans le sens en fait d'un format d'interview. Par rapport à un invité qui représente donc une association. Nous serons là pour lui poser des questions par rapport à ses actions, à son projet qu'il est en train de développer. Et effectivement, ce format va se dérouler en 3 phases. Dans un premier temps, on aura droit à l'interview de Kenyon Ngoma de l'association Ujima. Et dans un second temps, nous allons passer sur un format d'interaction où on va pousser un peu plus loin les questions et l'échange. Et à la fin, bien sûr, il y aura un dernier format où vous pourriez poser des questions. Vous qui visionnez l'interview, sous forme de questions dans le chat. Si vous pouvez juste préciser avant la question le mot question. Mettre un Q majuscule. Voilà, Q majuscule avec la question qui suit. Comme ça, on pourra justement localiser les questions pour la dernière partie. L'invité est apparu par surprise à ta place. Eh oui, la magie. Ah, il s'est introduit là, il a pénétré le truc là comme ça. Bam. On va passer directement à l'interview après les salutations de Marie-Noël. Qui s'infiltre partout, quoi. Salutations à tous les auditeurs et les auditrices et heureuse de vous retrouver sous ce nouveau format. Et je vous souhaite une très bonne découverte suite à l'interview de Kenyon. À Kenyon. Bonsoir Kenyon. Du coup, ravi de te recevoir. Je vais te poser donc ma première question qui est toute simple en fait. Qu'est-ce qu'Ujima ? Vaste question, mon cher, vaste question. Alors, Ujima, c'est un peu l'extension de moi-même et de ma compagne. Voilà en gros un peu ce que c'est que Ujima. C'est l'extension de notre parcours à moi et à ma compagne. Et en fait, le mot en lui-même, c'est un mot swahili qui se rapporte à la responsabilité collective. Oui, la responsabilité collective, parce que moi, dans mon parcours de vie, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais complètement déresponsabilisé. Déresponsabilisé de la vie politique, déresponsabilisé de la vie économique, déresponsabilisé de l'éducation sexuelle, que ce soit mon éducation à moi ou celle de mes enfants, déresponsabilisé du travail, du monde de la loi, voilà, déresponsabilisé de façon globale. Et à un moment donné, je me rends compte que le monde, il ne tourne pas comme moi je le voudrais, en fait, tout simplement. Et là, je me rends compte qu'il faut que j'agisse, il faut que je fasse quelque chose pour que le monde corresponde un peu plus à ce que je veux, à mes aspirations, etc. Et donc là, je rencontre donc ma compagne à l'époque et on se dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on ramène en quelque sorte de la vie dans tout ça et qu'on se sente émancipé, à l'aise, autonome. Et là, on se dit, on va fonder une association qui va aller dans ce sens, qui va promouvoir la vie et qui va surtout nous rappeler cette notion de responsabilité. Et c'est là que je cherche un mot dans une de mes langues, donc le swahili, et je tombe sur Ujima. Ujima qui est une valeur essentielle dans nos traditions et qui se rapporte justement à la responsabilité collective et au travail collectif. En gros, on est tous responsables de ce qui se passe et on doit tous agir d'un commun accord pour pouvoir aboutir à quelque chose, quoi. Voilà en gros ce que c'est que Ujima. Super, je te remercie. Donc, j'aurais une deuxième question. Donc, tu l'as un peu évoqué. Donc, tu t'es rendu compte que tu n'étais pas maître de ta vie. Et est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur particulier ? Voilà.
Yes, ouais, il y a eu un gros élément déclencheur. Ça a été, en fait, il y en a eu deux précisément, et ils se sont suivis l'un après l'autre. Je dirais que le premier élément, ça a été mon passage en prison. Donc, il y avait à un moment donné en France, il y avait des émeutes, je crois que c'était en 2016 ou 2017, il y avait eu des émeutes, je crois que Sarkozy à l'époque était ministre de l'Intérieur. Et donc, bon, moi, bah, tu vois ma dégaine, hein, tu vois ma tête, barbe. Bon, j'avais pas tout ça de barbe à l'époque déjà, mais voilà, tu vis en banlieue, tu es dehors avec tes amis, etc. Donc, ça chauffe un peu. Il y a des jeunes qui jettent des pierres sur les policiers aussi ripostent, etc. Donc, moi, j'étais là, tranquillement, avec mes amis. On était là en train d'échanger, de parler. On n'avait même pas connaissance de ce qui se passait. Et on entend du bruit. Donc là, on voit que ça chauffe en fait avec les policiers. On se dit, ah bah, on va rentrer à la maison, tranquillement, on va se poser. Et au moment où j'arrive donc devant mon bâtiment à l'époque, je vois une cohorte de policiers qui est là. Donc ils nous demandent d'approcher. Ils nous demandent, est-ce que vous avez des trucs dans vos mains, des trucs dangereux? Donc moi, innocemment, je réponds, bah non. Et je tiens aussi à préciser que, étant donné que je suis né en Afrique, au Congo-Brazzaville précisément, et que je suis arrivé très tard en France, je n'avais pas encore véritablement vécu tu sais, les problèmes de discrimination, les problèmes de racisme. Je n'avais pas encore été confronté à ces choses-là. Donc moi, innocemment, je me dis, bon, tout va bien se passer. Et c'est là le drame. Le drame, c'est que après m'avoir posé quelques questions, donc je me suis rapproché un peu d'eux, j'ai répondu, et là, bim, ils me tombent dessus, coup de matraque, tabassage, etc. Et 48 heures après, je me retrouve au tribunal, donc devant un juge, avec un avocat commis d'office, qui ne servait strictement à rien. Et donc là, la sentence tombe. Donc, c'est-à-dire que c'était comparution immédiate à cette époque. Comparution immédiate, donc je n'ai pas vu ma famille, etc., rien du tout. Et là, le juge dit, il prononce la peine de prison, 1 an ferme. Donc ça a été là le premier élément déclencheur. Parce que lorsque je suis allé en prison, donc j'ai fait 6 mois de prison ferme, et après 6 mois de prison, 6 mois en semi-liberté, à Versailles, à l'époque. Et donc ça a été le premier élément déclencheur. Je me suis dit, mais en fait, je contrôle absolument rien de ma vie. C'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui peut décider, sous la base d'un témoignage de X ou Y, de t'enfermer, de te libérer. Voilà, et on peut tuer ta vie comme ça, sur une décision, qu'elle soit aussi injuste soit-elle. Bah, voilà, j'ai décidé. Et donc, ça a été le premier élément déclencheur. Je me suis dit, bah, il serait quand même temps que je commence à reprendre les rênes, à reprendre le contrôle. Et le deuxième élément est arrivé bien plus tard, en 2010. Les émeutes, c'était en 2007. Je crois que j'ai donné une mauvaise date. C'était en 2010. C'était la naissance de mon premier fils. Donc voilà le deuxième élément déclencheur. Au moment où mon fils arrive au monde, je me dis, mais qu'est-ce que je veux lui léguer comme héritage? Qu'est-ce que je veux lui laisser? Qu'est-ce que je veux lui donner? Et là, je commence à remettre absolument tout en question. Ma façon de manger, ma façon de boire. Et pour te dire, je suis même allé jusqu'à remettre en question si mes parents étaient véritablement mes parents. Si je n'avais pas été adopté, quoi. Et donc, j'ai commencé à absolument tout remettre en question. La religion, la spiritualité, les croyances, etc. Et en plus, c'est à cette époque où je tombais sur beaucoup de vidéos qui parlaient des Illuminati. Donc, c'est venu appuyer, c'est venu conforter un peu mes remises en question, en fait. Et c'est là que j'ai compris que le monde était beaucoup plus dangereux que je ne le pensais. J'ai compris que je vivais un peu dans un monde de bisounours. J'ai compris qu'il était important maintenant que je reprenne le contrôle de ma pensée, de mon système de pensée, de mes croyances, pour pouvoir être capable de reprendre possession de mes actions, en fait, et d'avoir des résultats le monde que je désire. Donc voilà un peu les deux éléments déclencheurs. Ça a été, un, mon passage en prison, et deux, la naissance de mon premier fils. En espérant avoir répondu à ta question. Parfaitement, merci à toi. Oui, merci Kenyon, merci pour ta présence. Effectivement, là, tu nous as retracé un petit peu les éléments déclencheurs donc, qui t'ont amené à créer donc, cette association Ujima. Donc, c'est une association de droit français, hein, donc d'après ce qu'on comprend. Donc, tu l'as créée en fait donc, à Paris, c'est ça, hein, donc là où tu vivais. Et voilà, l'idée en fait principale de cette association, en fait, si on peut parler de son objet ou de ses objets,
Quels sont-ils ces objets-là de l'association? Qu'est-ce que vous faites exactement dans le sein de cette structure? Alors, au sein de l'association, on fait de la formation principalement. C'est de la formation sur différents domaines. Et en fait, les domaines peuvent être rassemblés dans le mot vie. Voilà, en gros, c'est ça. C'est la vie, on essaie de se former sur la vie. Parce que moi, comme ça part de mon expérience à moi, je me suis rendu compte que je ne connais pas grand-chose de la vie encore aujourd'hui, mais j'en connaissais encore beaucoup moins à l'époque. Et donc, on s'est dit, on va commencer à sectionner un peu la vie, simplement dans le but d'en augmenter la compréhension. Donc, ça fait qu'on fait de la formation sur différents domaines de vie, donc différentes sciences de la vie. Et ces sciences, c'est par exemple l'existence. Voilà. Une deuxième, c'est la relation. Ensuite, il y a la reproduction et ensuite, il y a la nutrition. Donc, ces 4 sciences, en fait, sont basées sur les 4 domaines que la cellule utilise pour pouvoir vivre. Une cellule, pour vivre, pour exister, ben, elle a besoin d'être en relation, elle a besoin de se reproduire et elle a besoin de se nourrir. Donc, on est parti sur ça et on a développé des sciences autour de ça. Et donc, ça, c'est principalement ce qu'on fait. On le fait en ligne. À l'époque, c'était en présentiel, mais il y a eu toute la période Covid qui est arrivée, qui a fait que maintenant, on a basculé en ligne. Et à côté de cela, on forme, donc ici, par exemple, au Bénin, là, je vous parle en direct du Bénin, on forme des individus, que ce soit des agriculteurs qui veulent faire de la transition ou des gens curieux, à remettre dans leur vie, dans leur quotidien, simplement des actions qui nourrissent la vie. Et donc, ça passe, bien évidemment, par ce qu'on appelle globalement aujourd'hui la permaculture, qui est un domaine hyper vaste. En fait, c'est de la culture permanente. Donc, on essaye, par nos formations, de bâtir une société qui soit permanente et qui ne soit pas simplement changeante d'année en année, d'homme politique après homme politique, mais que chacun puisse atteindre une certaine stabilité pour pouvoir traverser justement les différents changements. Donc voilà principalement ce qu'on fait. La formation en ligne et en présentiel, c'est des formations, par exemple, c'est du survivalisme. Voilà, en gros, c'est du survivalisme. C'est-à-dire que comment planter, comment construire des choses, etc. En gros. D'accord, très bien. Mais pour bien faire comprendre aux auditeurs, en fait, à l'origine, quand vous avez créé cette association en France, est-ce qu'il y avait déjà l'idée d'aller au Bénin, d'aller s'installer au Bénin, d'émigrer au Bénin? Pas du tout. Mais alors là, pas du tout. J'étais très, très, très loin de m'imaginer que j'allais terminer ici au Bénin. Pas du tout. C'est arrivé au fur et à mesure, justement, pendant la crise Covid, où je voyais que la vie devenait de plus en plus difficile à vivre. Donc, je n'arrivais plus à vivre, tout simplement. Je voyais mon espace vital être restreint. Et d'ailleurs, on échangeait énormément à l'époque avec Néo. Et c'est là que je me suis dit, si je reste en France, comment est-ce qu'on va pouvoir développer nos activités et comment on va tout simplement pouvoir faire épanouir la vie qu'il y a à l'intérieur de nous, en fait. Comment est-ce qu'on va pouvoir le faire? Ça devient de plus en plus difficile et serré. Et c'est là qu'une adhérente qui est dans l'association nous a donné l'idée de nous rendre au Bénin parce qu'elle connaissait des gens qui étaient tout simplement au Bénin et qui faisaient à peu près la même chose que nous. Et donc, c'est comme ça que l'idée a germé. Et on a commencé, je crois que ça s'est fait très rapidement. En un mois, on a fait passeport, visa, etc. Et on a fini par voyager. Et ça se passe bien. Ça se passe très bien. Oui. Merci, Kenyon. Oui, alors moi j'aurais aimé te poser une question lorsque vous avez pris cette décision de partir au Bénin avec ta compagne. Est-ce que vous êtes parti avec un capital financier ou avec peu? Enfin, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs comment vous avez procédé? Parce qu'avec des enfants, ça doit être évident. Ouais, donc, en fait, ça s'est fait vraiment sur un coup de tête. Je dirais même que c'est comme si la vie, c'est vraiment une force en fait qui, à un moment donné, quand elle veut continuer à vivre, eh ben, elle te pousse à faire des choses que tu n'es même pas capable d'imaginer. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec nous en fait. C'est que ça nous a pris en fait à l'intérieur du ventre là, ça nous a pris. On s'est dit il faut qu'on parte, mais on n'avait absolument pas de capital financier, on n'avait rien.
Et comme j'ai l'habitude de dire à ceux qui nous posent la question, on est parti, on a quitté la France, je crois qu'on avait 150 € en poche, 150 ou 250 € en poche. Et tout le reste était parti dans les billets, visa, etc. On était même prêt à venir avec des tentes. On s'est dit, on va poser une tente quelque part, on va dormir dans la tente et puis après, on verra ce qui va se passer pour la suite. Et à cela, je rajoute que de mon côté, moi, je suis papa de 4 enfants et ma compagne, elle est maman de 2 enfants. C'est-à-dire qu'on est entre guillemets ce qu'on peut appeler une famille recomposée, entre guillemets. Donc au total, on a 6 enfants. Et les parents respectifs, bien évidemment, n'ont pas voulu qu'on voyage avec eux. Donc il y avait toute cette problématique aussi où les enfants, ils ne voulaient pas rester, ils ne voulaient pas voyager, plutôt venir au Bénin, ils préféraient rester par exemple avec les parents là-bas. Et avec le recul, j'ai envie de dire heureusement, parce que quand on est arrivé, qu'est-ce qu'on aurait fait des enfants, quoi. Ça aurait été un peu compliqué, mais voilà, on est parti comme ça, avec un capital, entre guillemets, de 150 € en poche. On est arrivé ici, on a pu louer un logement, et dès qu'on est arrivé, tout de suite, la première des choses qu'on a faites avec ma compagne, c'est s'assurer d'avoir une connexion Internet et de relancer les activités de l'association à distance. Et c'est grâce aux activités de l'association à distance qu'on a pu commencer à s'épanouir, à se développer et à arriver à là où on est aujourd'hui. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Et c'était vraiment pas évident que ce soit moralement, mentalement, comme physiquement, c'était pas du tout évident. Merci. Justement, ma question suivante était quels ont été les côtés positifs et négatifs de votre installation au Bénin? Les côtés positifs, ça a été la mer, le soleil, l'absence de masques, très clairement. On ne voyait pas des masques partout, des enfants masqués. C'était pas d'histoire de vaccination pour rentrer dans des supermarchés. Donc ici, les marchés sont ouverts. Le côté positif, c'était vraiment ça, quoi. C'était de se lever le matin, de voir de la nature, des oiseaux, voilà, de toucher la terre. C'était vraiment ça, un peu revenir un peu vraiment à quelque chose de naturel, à une vie beaucoup plus simple, qui est centrée sur nous-mêmes, du coup. Un autre point positif, ça a été les fruits. Les fruits à gogo ici pour pas grand-chose. En plus, comme on venait avec des euros et on continue à fonctionner avec des euros. Donc, le changement entre euros et francs CFA est vraiment très intéressant en termes de fruits. Donc, on avait tout ce qu'il fallait. Ça, c'était les côtés vraiment positifs qui nous ont permis d'ailleurs de tenir. Les côtés négatifs, c'était que c'était une décision sur un coup de tête et il y a plein de choses qu'on aurait pu éviter. Comme le logement. Le logement dans lequel on est arrivé, c'était vraiment quelque chose de... Elle en a pleuré, ma compagne même. La première nuit, elle en a pleuré. C'était, je dirais, insalubre. Mais même le mot insalubre, c'est gentil, en fait. Et donc ça a été un des côtés négatifs des choses. L'autre côté négatif, ça a été, en fait, de devoir gérer psychologiquement et mentalement l'absence des enfants, le fait qu'ils restent là-bas et qu'on n'ait pas la possibilité de pouvoir directement interagir avec eux, sachant que nous, on a un mode de vie que, comme on dit souvent, qui est basé sur la maths. La maths, c'est toutes les actions qui permettent de pérenniser la vie. En fait, la maths, c'est ce qu'on appelle dans notre tradition le cadre même de la naissance, de la génération de la vie. Étant donné que nos compagnes respectives ne sont pas du tout dans ce domaine-là, il fallait gérer avec la crainte. Qu'est-ce qu'il adviendra des enfants? Que vont-ils faire? L'année scolaire arrive, par exemple, ou l'année scolaire était déjà entamée, ils vont devoir aller à l'école, par exemple, parce que lorsqu'ils étaient avec nous, on faisait l'instruction en foyer, en famille. Donc, ils n'allaient pas à l'école. Donc là, il y a tout un changement qu'il fallait gérer. Et en plus, je précise quand même que lorsqu'on a quitté la France, étant donné que c'était comme ça sur un coup de tête, par exemple, je n'avais pas fermé mon compte en banque, j'avais encore le logement là-bas de l'autre côté, etc. Donc, il a fallu encore que je puisse faire face à gérer la paperasse, fermer le compte en banque à distance, etc. Donc, il y a plein de choses qui étaient assez lourdes à gérer, mais que maintenant, quand certains veulent, par exemple, venir au Bénin, ou voilà, on les conseille maintenant à ce niveau-là, on leur dit, voilà, pensez à faire ça avant, pensez à faire ci, préparez bien, etc. Et puis, on aide, en fait, à l'installation des gens ici au Bénin, à ceux qui veulent
déménager définitivement, simplement. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour les côtés positifs et négatifs. Mais bon, il y a plus de côtés positifs que de côtés négatifs, quand même. Bah oui, c'est un petit peu normal au démarrage. Merci, Kenyon. Je t'en prie. Néo? Oui. Ben, j'aurais dû poser une dernière question, en fait, pour moi, en fait. Ma dernière question, ce sera, avec la prise de recul que tu as, en fait, qu'est-ce que tu penses de la situation en Europe et plus particulièrement en France à l'heure actuelle? Si tu as encore, en fait, une vision là-dessus. Yes. Alors, j'ai encore une vision là-dessus et cette vision s'est encore plus clarifiée depuis que je suis arrivé au Bénin, justement. Je me rends compte que je dirais que c'est comme une sorte d'égrégore. Je pense que la France, en Europe en général, mais particulièrement en France, il doit y avoir une sorte d'égrégore qui est là pour vraiment étouffer la vie, parce que dès que je suis arrivé au Bénin, la première chose que j'ai constatée, c'est comme une expansion de territoire, une expansion d'âme, une expansion de vie, un déploiement de vie qui s'est passé. Je me suis senti léger, je me suis senti grand, je me suis senti ouvert, en fait. Et là, je me suis dit, non, il doit vraiment y avoir quelque chose qui se passe dans ces pays-là pour pouvoir maintenir les individus dans une forme d'esclavage, en fait, une forme d'esclavage. Et là, tout de suite, ça m'a conforté dans la position que j'avais à l'époque, c'était de dire, mais clairement, les peuples sont menacés, l'émancipation des peuples est menacée, l'autonomie des peuples est menacée, d'autant plus que on a une sorte de semblant d'autonomie en France où voilà, tu as ta voiture, tu te déplaces pour aller au travail, tu as un salaire, tu te dis, bon, je vais aller acheter mes courses en magasin, etc. Quoi d'autre? Mes enfants, je les ai mis dans une école, donc ils sont éduqués. Et donc, on a peut-être une apparence d'autonomie où parfois on pense gérer sa vie, mais en arrivant ici au Bénin, je me suis rendu compte que, en fait, je ne gérais mais vraiment pas du tout en fait ma vie. Et qu'en fait, c'était les institutions qui géraient les choses à ma place. Donc, je n'étais pas émancipé, ou cette pseudo-émancipation pouvait m'être retirée à n'importe quel moment. Et en fait, on m'octroyait simplement une certaine forme d'autonomie. On me dit, voilà, tu peux gérer, tu peux être autonome jusque-là, mais pas jusque-là. Et si tu veux continuer à être un tout petit peu autonome, alors fais ce qu'on te dit. Fais ce qu'on te dit, sinon on te retire tel élément d'autonomie. Sinon on te retire tel élément d'autonomie, tel, etc., etc. Et donc, en gros, le regard maintenant que j'ai sur la France, c'est que je me dis que c'est un pays qui veut véritablement détruire le vivant. Enfin, ce sont des gens, ce n'est pas le pays en lui-même, mais il y a des gens à la tête de ce pays qui veulent véritablement détruire le vivant, qui veulent empêcher la vie de se déployer. Alors, dans quel but? Je ne sais pas exactement, mais ce qui est sûr, c'est que l'émancipation et l'autonomie ou la liberté des peuples viendra de leur courage à traverser des moments extrêmement difficiles pour pouvoir demeurer intègre. Parce que récemment, là, j'entends encore de plus en plus de choses arriver concernant, par exemple, l'ARN messager, des vaccins plutôt à ARN messager, voilà, certains virus qui ont encore muté, etc. Et je me dis que, en fait, il touche maintenant même à l'ADN, quoi. À l'ADN. Ça veut dire que même à l'intérieur de ton corps ne t'appartiendra même plus. Notre corps ne nous appartiendra même plus. Et donc, c'est là que ça devient extrêmement grave. Mais proportionnellement à ça, je vois que plus il y a une oppression, plus de l'autre côté, il y a des gens qui prennent courage, qui se lèvent, qui se dressent, des forces qui se révèlent. Et donc, je me dis que c'est un mal pour un bien. C'est un peu, voilà, je suis entre, je navigue entre, comment je peux dire ça? Je navigue entre la colère, la tristesse, parfois même le désespoir, parce que je me dis, mais en fait, c'est pas possible. Et après, je me rends compte que la vie, en fait, elle est extrêmement juste, parce qu'à côté de ça, eh ben, il y a, pour prendre mon cas, par exemple, ben, c'est grâce à cet événement, grâce à ces événements-là, qu'il y a une force vivante qui m'a possédé, je dirais, et du coup, qui m'a poussé à faire certaines choses. Et voilà, me voici là, je suis encore debout. Et même ceux qui sont encore en France, courage, comme j'ai l'habitude de le dire, parce que vous êtes encore debout. Et là-bas, c'est extrêmement difficile, extrêmement difficile. Donc voilà un peu le regard que je porte sur les événements.
en Europe, en France plus particulièrement, c'est que la vie est en danger, mais parallèlement, ceux qui sont vivants, je pense qu'ils doivent se sentir extrêmement vivants grâce à ces événements ou à cause de ces événements. Je ne sais pas trop comment formuler ça, mais voilà, en gros. Merci à toi. Ta réponse dépasse largement mes attentes. Elle est parfaite. Et effectivement, de toute façon, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Oui, merci Kenyon. Moi, je vais enchaîner avec 2 questions. Toi, tu as grandi quand même en France, donc tu es originaire non du Bénin, il me semble, du Congo. C'est ça. Tu avais évoqué ça en off. Quand tu as pris la décision d'aller au Bénin, qui n'est pas ton pays d'origine, est-ce que tu as rencontré des difficultés, je veux dire, d'intégration dans ce pays? Ou techniquement, est-ce que ça a été difficile? Pas du tout. Pas du tout. Alors, déjà, j'ai trouvé la population béninoise extrêmement accueillante. Ça, c'était voilà, c'est extrêmement accueillante, extrêmement bienveillante. Ça, c'est de 1. Ensuite, en termes d'institutions, le président actuellement, le président Talon, a fait un travail énorme concernant le fait d'avoir un visa, par exemple, pour venir au Bénin, c'est en ligne. Et pour pouvoir renouveler le visa, c'est extrêmement simple. Donc, même à ce niveau-là, le pays est très accueillant. Voilà, il facilite les choses, on peut faire des choses en ligne, etc. En termes d'infrastructure aussi, que ce soit les routes, que ce soit les magasins, que ce soit l'accès à tout un tas de choses, la santé, c'est vraiment, je dirais que c'est un pays qui vraiment te permet de fonctionner, à la différence d'autres pays, par exemple le Congo, Brazzaville, où les institutions ne sont pas aussi avancées, ne sont pas aussi efficaces. Par exemple, je sais que au Congo, pour renouveler un visa ou pour refaire un passeport, c'est extrêmement compliqué, extrêmement compliqué. Mais alors qu'ici au Bénin, non. Donc non, au contraire. Au contraire, ce que je disais ici aux Béninois, c'est que non, vous allez, moi je suis devenu Béninois, voilà, ça y est. Vous allez m'adopter, même si je ne peux pas prendre la nationalité, parce que j'ai déjà la double nationalité. Le Congo-Brazzaville est un pays qui permet d'avoir la double nationalité, donc je suis congolais et français, donc je ne peux pas devenir Béninois à moins de renoncer à une nationalité, mais en tout cas, je leur ai dit tout de suite, vous allez m'adopter. Hein. Donc non, aucune difficulté à ce niveau-là, vraiment. Vraiment, oui. Vraiment. Et sinon, par rapport justement à la cellule familiale que tu évoquais, donc au départ, là, il y a eu quand même une séparation, une prise de responsabilité et de risque à la fois. Donc, de se séparer, bon, c'est bien sûr momentané hein, au niveau de l'esprit, quoi. Mais voilà, tes enfants, en fait, ils ont pu venir aussi au Bénin ou ils sont restés en France ou comment ça se passe Alors, ils sont restés en France. Ils n'ont pas pu venir pour le moment parce que je pense qu'il y a l'inquiétude des parents qui sont de l'autre côté, qui ne connaissent pas aussi vraiment l'Afrique et qui peut-être entendent des choses par rapport à l'Afrique à travers les médias, à travers ces choses-là, et puis qui se disent, mais voilà, il y a des maladies, il y a des ceci, cela. Depuis que je suis arrivé, par exemple, au Bénin, je suis tombé malade une seule fois. Et puis c'est tout. Et donc voilà, il y a peut-être ces inquiétudes-là qui font que les parents n'ont pas encore pu laisser les enfants nous rejoindre, mais c'est en cours. Ils vont, je pense, nous rejoindre très bientôt. Et par contre, on échange constamment au téléphone. Donc voilà, on sait qu'ils savent qu'on va bien et ils savent qu'on les attend avec impatience. Donc ils n'ont pas encore pu venir pour le moment, mais ce n'est que partie remise. Oui. Ok. Et par rapport à la permaculture que tu évoquais tout à l'heure, bien sûr, tu l'as présenté sous un prisme vraiment très, très global, hein, c'est-à-dire sous la forme de la culture permanente ou pérenne, hein, c'est-à-dire ce qui accompagne la pérennité de la vie. Mais concrètement, c'est-à-dire dans les activités, donc au Bénin, vous cultivez, donc vous avez du terrain, et des trucs comme ça. Est-ce que vous avez, par rapport à l'acquisition du terrain, ça s'est passé comment? Alors, par rapport à l'acquisition du terrain, ça se passe comme on n'est pas béninois, on ne peut pas acquérir.
du terrain, mais on peut facilement passer par des Béninois pour pouvoir acquérir un terrain. Donc, c'est ce qui se passe. C'est qu'on est passé par quelqu'un pour avoir un terrain et après, on a la gestion de ce terrain. Donc, beaucoup de gens font ça ici. On a rencontré pas mal de gens qui le font ici et c'est très simple. C'est très simple. Et c'est un des avantages aussi du Bénin. C'est que c'est assez simple pour pouvoir acquérir un terrain. Et après, il faut simplement que s'assurer en tout cas que le terrain n'a pas été déjà revendu auprès de quelqu'un. Il faut passer devant un notaire. Il faut éviter d'avoir à acquérir un terrain directement comme ça auprès de quelqu'un parce qu'on ne sait jamais. Il y a pas mal d'arnaques aussi de gens qui vont te dire oui, mon terrain, il a tant, il te le vend et il a revendu à une dizaine de personnes comme ça. Donc, il faut passer par un notaire, il faut vraiment passer par les institutions officielles. Mais sinon, il n'y a aucun problème, même lorsqu'on n'a pas la nationalité, on peut facilement passer par quelqu'un d'autre pour avoir le terrain et ensuite on est libre de jouir du terrain en question parce qu'après, celui qui possède le terrain est libre de le redonner justement à qui le veut, à faire une déclaration pour le donner et à enregistrer ça devant un notaire. Donc, voilà. Donc, nous, c'est cette prochaine étape-là, en fait, dans cette prochaine étape qu'on va se lancer, c'est une fois que maintenant on jouit du terrain, et il faut maintenant que le terrain nous soit restitué, donc par des actes notariales, je crois qu'on dit ça comme ça. Et voilà, ça c'est assez simple. D'accord, donc il y a une idée quand même de recréer la structure Ujima, en fait, la structure associative Ujima au Bénin. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est de créer une techniquement, c'est faisable. Yep, c'est faisable. Ouais. C'est faisable. Alors, j'avais cru comprendre que vous aviez commencé en fait à cultiver. Alors, est-ce que vous avez pu mettre en culture sur un terrain déjà, sur des parcelles ou comment oui, vous avez... Oui. Alors là, on cultive déjà au siège même de l'association, donc ce qui va être le siège définitif de l'association à Calavi, là où on est. On cultive déjà ici, en mode permaculture justement, on cultive et 2024, c'est-à-dire l'année prochaine, on compte acquérir un terrain, mais cette fois-ci, là actuellement on est dans le sud du Bénin, et on va aller cette fois-ci prendre un terrain beaucoup plus loin, c'est-à-dire vers le centre ou un peu plus vers le nord, pour avoir un énorme giga-terrain, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, on vise au moins 20 hectares. Voilà, on vise au moins 20 hectares, et sur ces 20 hectares-là, on installera définitivement le QG de l'association avec tous les départements qu'il y a, parce qu'on veut que ce soit un véritable centre de formation qui va accueillir, qui va former au vivant et qui va aussi proposer derrière des emplois dans ce nouveau paradigme. Donc là, actuellement, oui, on cultive. Là, actuellement, on a même déjà ce qu'on appelle une banque d'essence végétale, la BEF, parce qu'on a déjà récupéré beaucoup de graines de ce qu'on a cultivé. Et donc, à chaque fois, en réensauvage les graines, en les semant et après en récoltant, en conservant ensuite les graines, on est déjà en train de se créer une sorte de banque végétale pour après, lorsqu'on sera sur les 20 hectares qu'on vise, qu'on puisse lancer directement de la permaculture de façon efficace avec des graines saines surtout, avec des graines saines. Donc oui, on a déjà commencé à cultiver, oui, on récolte et en plus on transforme déjà aussi à notre niveau, on fait du piment, on fait beaucoup de lacto-fermentés, on fait des boissons aussi avec des fruits, voilà. Donc ouais, on est déjà bien lancé. Ouais. Et on forme justement les gens ici à ce nouveau paradigme, à cette nouvelle façon de vivre. D'accord. Donc, vous avez des personnes qui viennent d'autres pays se former sur le terrain vers vous? C'est ça. On a des gens qui viennent d'autres pays et on a aussi des gens du pays ici qui viennent se former vers nous. Et les 4 éléments de base sur lesquels on s'appuie pour pouvoir former, c'est l'autonomie alimentaire. Donc là, on cultive l'autonomie alimentaire. L'autonomie en construction. Donc pour le moment, ça se passe simplement avec des maquettes et des designs. Et c'est pour ça qu'il nous faudra aussi plus tard un plus grand terrain parce qu'on va vraiment pratiquer la construction avec des matériaux locaux, voilà, des matériaux locaux et directs. Ensuite, on a aussi une troisième base, c'est l'autonomie en soins de santé. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on pratique déjà. Moi, je me soigne vraiment avec l'alimentation, avec les plantes. Et c'est comme ça qu'on vit ici avec ma compagne et une autre membre de l'association qui nous a rejoints. Et ensuite, on a l'autonomie en énergie.
Donc ça, on est en train de travailler avec des acteurs locaux aussi ici au Bénin pour pouvoir avoir cette autonomie-là. Et donc, c'est sur ces 4 bases-là qu'on pratique des formations. Des gens viennent d'autres pays, de la France principalement, parce que c'est là-bas qu'on était. Mais il y a aussi des gens qui viennent d'autres pays comme le Nigeria, qui sont à côté du Bénin. Le Nigeria, on a du Togo aussi. Donc voilà. Et des gens même du Bénin qui se forment avec nous. Merci. C'est super. Ça fait rêver tout ça. Ça fait rêver, mais c'est du concret, c'est de l'action, c'est de la vérité. C'est beau. Merci Kenyon. Moi, ce que je vous propose, c'est de passer à l'échange interactif entre nous. On va te rejoindre visuellement. On va être sur le panel et on va lancer un petit jingle avant pour faire les changements. Voilà. Voilà, nous t'avons rejoint, cher ami Kenyon. En tout cas, c'est un grand plaisir d'inaugurer avec nous cette nouvelle émission Ordo Ab Vitae, donc l'ordre par le vivant. Donc c'était un petit clin d'œil par rapport à l'expression Ordo Ab Chaos. Le chaos pour nous fait partie du vivant et d'un ordre supérieur. Donc voilà. Donc Néo peut-être. Ouais, non, mais ça rejoint directement en fait ce que tu disais tout à l'heure en fait par rapport à ton ressenti, par rapport à toutes ces pressions, toute cette oppression qui est mise en place contre le vivant. Cet Ordo Ab Chaos est nécessaire pour cet Ordo Ab Vitae. C'est la condition sine qua non. Ouais, c'est la balance, ouais. C'est la balance. Et c'est vrai que quand je n'avais pas vécu encore cette histoire de Covid là de plein fouet, j'avais pas encore. C'était des mots en fait. C'était des mots, Ordo Ab Chaos, l'ordre par le chaos, l'équilibre, la nature est équilibrée, machin. Mais c'était des mots en fait. Et quand le Covid est arrivé, c'est là que je me suis dit tiens, je vais me pencher sur ces principes là un peu parce que c'est intéressant. Et c'est bizarrement, étrangement, comme je disais tout à l'heure, c'est là que j'ai commencé à me sentir vivant en fait. Je m'ennuyais, j'avais pas vraiment de raison d'exister. Et là, avec tout ce chaos, je me dis, en fait, ce chaos me permet de commencer à créer quelque chose, de commencer à manifester ma dimension. Est-ce que tu as vécu ça comme une seconde naissance, ou une troisième, ou une nouvelle naissance, une vraie naissance? C'est exactement ça. Merci pour le terme, mais c'est exactement ça. C'était vraiment une nouvelle naissance, quoi. Et c'est vrai que c'était douloureux, parce que je me dis, parce que je portais pas de masque, je rentrais dans les magasins, je me souviens à l'époque, je rentrais dans la Fnac ou des choses comme ça, et ils ne voulaient pas me laisser rentrer. Je dis non, je me mettrais. Et beaucoup autour de moi, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de te battre, mais arrête. C'était vraiment ça, littéralement. Arrête de te battre, fais un peu comme tout le monde. Qu'est-ce que... C'est terrible. Non, mais tu es père d'enfant, tu as un travail. Mais bizarrement, je me sentais bien. Je me disais, ouais, ça fait quelques petits coups de matraque, on te sort du train parce que tu n'as pas le masque. Après, j'ai fini par m'habituer, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que comme je prenais les mêmes trajets, finalement, je rencontrais les mêmes policiers, les mêmes... et donc, à bout d'un moment, on se saluait même. On se saluait et tout. Donc, non, c'était une sacrée période. La vie reprend toujours le dessus, en fait. Une fois passé le stade de la peur, de l'incompréhension, tu as toujours le vivant qui arrive et ça me fait toujours penser à cette image de Bonsoir Kapinga. Ça me fait toujours penser à cette image de la fleur qui pousse dans le béton, en fait. Ouais, exact. On se perce le béton et puis qui dit « Je suis là, je suis vivant, je suis le vivant ». Et c'est génial, c'est génial. Et merci pour... Bon, l'émission n'est pas terminée, mais je te dis déjà merci pour ce partage. Je connaissais déjà un petit peu ton parcours, mais de le réécouter, ça fait plaisir et j'espère que ça va motiver des gens à renaître et puis à se rendre compte que il y a toujours moyen en fait de retrouver la vie. Il y a toujours moyen de...
toujours moyen, mais vraiment, parce que c'est vraiment ce que tu dis, hein, je l'ai expérimenté. La vie naît de la mort, en fait. La vie naît de la nouvelle vie naît de la décomposition de l'ancienne vie. S'il n'y a pas de décomposition d'une ancienne vie, ben, il ne peut pas y avoir une nouvelle naissance qui arrive, ce n'est pas possible. Et quand on pratique l'agriculture, on le voit. C'est la décomposition des matières qui est là, que la terre effectue, qui permet à l'autre graine de pouvoir germer, à la plantule de sortir et d'arriver à la lumière du jour, quoi. Et s'il n'y a pas cette mort-là, eh ben, ce n'est pas possible. Et donc là, on assiste, en vrai, on est en train d'assister, je pense, à la décomposition de cette ancienne culture qui n'est pas permanente et donc qui doit disparaître pour laisser place à ce qui est toujours permanent, quoi. Donc l'éphémère finira toujours par passer. Et ce qui est durable, ce qui est éternel, ben, paraîtra. Et puis paraît même déjà, en fait, est déjà là, je dirais. Donc, ouais, c'est... Mais ce que tu évoques là, Kenyon, tu vois, c'est-à-dire, moi, ça me fait penser, si tu veux, à une prise, une élévation de conscience par rapport justement à cette destruction, on va dire, à cet effondrement du modèle civilisationnel, si on peut parler ainsi, parce que, bon, c'est de la crise, entre guillemets, hein, c'est ce dont on nous a présenté comme une crise par rapport à l'épidémie et tout ce qui s'en est suivi, etc., c'était au niveau international. Et on voit bien que, de par justement ce schéma mondialiste, donc il y a des équivalences au niveau de la gestion des populations, de certains mécanismes qui sont adoptés, le travail, l'enchaînement, les taxes payées de plus en plus cher pour s'alimenter, alors que l'alimentation à la base, je veux dire, elle fait partie du vivant et que bon, on a décidé de la marchandiser. Donc toi, tu as pris donc cette conscience plus que d'autres peut-être, hein, c'est-à-dire parce que ça a déclenché, si tu veux, ta décision de changer carrément de territoire. Et donc la question que je pose, c'est que là où tu es au Bénin, est-ce que tu considères que, par exemple, le pays, le Bénin, comme d'autres pays d'Afrique, hein, et d'ailleurs, font partie quand même de cette matrice d'une manière ou d'une autre, et que c'est une question peut-être de temps que de voir aussi les limites en fait de ce modèle, même dans les pays que tu as découvert et qui t'a semblé beaucoup plus sain. Est-ce que c'est pas juste une question de temps, ou est-ce qu'il y a une logique globale qui va s'imposer tôt ou tard dans ces pays-là? Yes, il y a une logique globale qui essaye de s'imposer. Effectivement, il y a une logique globale qui essaye, mais vraiment, de toute façon, dès qu'on est arrivé, on a vu. Et quand on a quitté la France, avec ma compagne, on s'est tout de suite dit, on va essayer de construire cette autonomie rapidement, parce que on ne va pas se reposer sur nos lauriers. On voit déjà avec les financements, le FMI, et la Banque mondiale, etc., qu'ils sont en train petit à petit d'injecter un peu leur politique un peu partout, avec les subventions, etc. Donc, on s'est très vite rendu compte, et on s'est dit, oui, c'est vraiment, comme tu le disais, c'est vraiment global, c'est mondialiste, en fait. Donc, entre guillemets, j'ai envie de dire, personne n'y échappera. Personne n'y échappera. Mais on s'est dit, il faut, malgré ça, courir vers notre autonomie rapidement, en espérant peut-être que les choses s'améliorent, mais bon, je ne sais pas, tout porte à croire que ça ne va pas vraiment s'améliorer, en tout cas maintenant, peut-être que ce sera pour la génération d'après. Et oui, en fait, on a très peu de temps pour agir, hein. On a très peu de temps. Il y a Néo tout à l'heure qui parlait par exemple de Gog et Magog. Voilà, il y a certaines références, par exemple, bibliques que l'on peut appliquer à la situation, que je peux en tout cas appliquer à la situation que je vis aujourd'hui, quand on dit par exemple dans le livre de l'Apocalypse que le dragon est animé d'une grande colère, mais il lui reste peu de temps. Mais ce peu de temps-là, on ne sait pas vraiment combien ça va durer pour une vie humaine. On ne sait pas si c'est 50 ans, on ne sait pas si c'est 100 ans. Ah, mais il va piquer. En peu de temps, il va piquer fort. Il va taquiner. Ouais, donc et là, ça pique vraiment fort. Parce que, par exemple, au Bénin, il y a beaucoup d'acteurs qui luttent pour l'émancipation, pour l'autodétermination des peuples, etc. Et on voit même que, oui, il y a des pays comme la Russie qui veulent aussi essayer de prendre un peu ce chemin-là pour essayer de faire leur place en Afrique. Mais quand on parle aux gens ici, c'est très, très, très compliqué parce que, si vous voulez, il y a le reste
un peu de la colonisation, de la néocolonisation, etc., qui sont là. Le rêve de la plupart des gens ici, c'est d'aller en Occident, quoi. C'est d'aller en France, de voir un peu comment ça se passe là-bas. Et du coup, tout ce qui vient des pays du Nord, là, comme on dit, a tendance à être accepté parce que les gens se disent, mais si eux le font, c'est que c'est bon. Moi, je me souviens, les premiers mois quand on est arrivé, les premières personnes avec qui on a échangé, c'était mais pourquoi vous venez ici en fait? C'est quoi? Il y a quelque chose qui tourne par an. Et en plus, non seulement vous venez de là-bas, mais vous revenez à la terre. C'est-à-dire, vous touchez à la terre, vous faites pousser des trucs, mais il y a quelque chose qui tourne par an chez vous. Et après, quand on leur a expliqué la réalité, on a commencé du moins à expliquer la réalité des choses, de ce qu'on vivait de l'autre côté, c'est là qu'ils ont commencé à faire un parallèle avec ce qu'ils vivent ici. Et je connais même un d'entre eux qui est très proche de nous maintenant, qui constamment, tous les matins, écoutait RFI. Et à chaque fois qu'il parlait avec nous, il se disait, mais à RFI, ils ont dit ça, et toi, tu nous dis ça. Et lui, comme il est assez âgé, il a vu un peu comment les choses évoluent dans son pays, tout de suite, il a commencé à faire les liens. Et il s'est dit, ah ben oui, en fait, je comprends mieux. Et c'est lui qui a commencé à m'expliquer un peu les réalités politiques du Bénin en disant, ah, je comprends mieux pourquoi ils ont commencé à moderniser les trucs, pourquoi ils ont mis les choses en ligne, pourquoi maintenant la pièce d'identité, elle va être numérique, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et voilà, on va y arriver peut-être à un moment donné. Ouais. Ouais, donc il y a des anciens qui quand même se posent des questions et se rendent compte en fait que l'infestation, la corruption est en train aussi de se répandre en Afrique. Ah ouais, clairement. Elle est déjà répandue. Oui, mais encore plus. En fait, ils voient que ça évolue, que ça continue d'évoluer. Oui. Moi, j'aurais une question, Kenyon, qui est beaucoup plus profonde. Pourquoi la maths? Alors, pourquoi la maths? Parce que pour moi, la maths, c'est vraiment un ensemble de pensées, de systèmes de pensée qui, par expérience, m'a montré que grâce à ça, on peut opérer la justice. On peut mettre fin à l'injustice. Vraiment, on peut rééquilibrer le monde. Pour moi, la maths, c'est de façon, je dirais, pratique, c'est le système homéostatique du vivant. C'est-à-dire que on peut l'appeler, on l'appelle maths parce que c'est comme ça que les Égyptiens anciens l'ont appelé. Mais sinon, chez les Congos, par exemple, on l'appelle le Bukongo. La voie du Congo, c'est une voie d'équilibre. Quand on va en Asie, on va l'appeler la voie du milieu. Voilà. Ou le Tao. Voilà, le Tao. Donc, ça a différents noms, mais dans l'application, je me suis rendu compte que c'était la meilleure arme pour faire face à l'injustice. Parce qu'elle vient pour rééquilibrer. Et l'une des forces de la maths, c'est de dire que le cœur doit être aussi léger que la plume. En fait, la plume de la déesse Math qu'elle porte sur sa tête, ça veut simplement dire que, vous savez, la plume d'autruche, apparemment, j'ai fait mes recherches, et la plume d'autruche est la plume qui est la plus équilibrée de tous les oiseaux. Voilà, apparemment, c'est la plume qui est la plus équilibrée de tous les oiseaux. Et donc, c'est cette plume-là qui est sur la tête de la déesse Math, et cette plume est pesée d'un côté avec le cœur. Et le cœur, en fait, symbolise la conscience. Tout à l'heure, c'est Ben qui parlait de l'élévation de conscience. Et effectivement, le cœur symbolise la conscience. Quand la conscience est aussi légère que la plume, ça veut dire que quand la conscience est vraie, quand la conscience est droite, quand la conscience est aimante, et il y a de la compassion, il y a de l'amour, il y a de la justice, il y a de la vérité, il y a de la lumière, alors on peut facilement opérer la justice ou ou défendre la justice. Voilà. Opérer la justice ou défendre la justice. Et je me dis que dans un monde où le chaos est en train de se répandre de plus en plus, d'un autre côté, il faut que ceux qui sont intègres deviennent de plus en plus intègres, de plus en plus justes. Et pour moi, la maths, c'était la réponse. Ça s'est imposé à moi. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse à présent. Donc, oui, tu l'as mis en pratique pour toi personnellement et tu as pu en avoir les bénéfices d'un équilibre, justement. C'est ça. Là où tout le monde autour de moi, ma famille, ma mère, mes sœurs, frères, etc., étaient dans une agitation et j'avais une forme de sérénité.
Ça ne veut pas dire que je n'étais pas oppressé, mais dans cette oppression, j'avais une forme de sérénité, une forme de paix. Et je me suis dit, oui, c'est la voie juste, en fait. C'est la voie à suivre. Et quoi qu'il puisse arriver à mon corps, je sais que ma conscience est légère. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ah oui, non, mais c'est super important cette partie-là, parce que pour moi, beaucoup de personnes ont, justement, de par l'adversité en fait qui s'est développée en fait ces 10 dernières années, beaucoup de personnes ont eu une espèce d'éveil, mais précoce, éveil précoce, qu'ils n'étaient pas prêts pour ça, et ils se sont rendus compte de certaines choses. Mais beaucoup aussi, malheureusement, en fait, ne se rendent pas compte qu'ils ont la capacité en fait de passer à l'action. Et ça, c'est important. J'en parlais avec un ami hier en privé, mais qu'on se rendait compte, en fait, en analysant toutes nos actions par rapport à nos dires, par rapport à ce qu'on ressent. Est-ce qu'on met en moyen, en fait, est-ce qu'on met à notre disposition tous les moyens que l'on a, toutes les capacités pour pouvoir faire avancer, en fait, ces choses et pour pouvoir aller plus loin? Est-ce qu'on le fait au quotidien? Toi, par exemple, là, ça a été dur, ça a été voilà, mais la récompense n'a pas de limite en fait. Ça a été voilà, tu es en pleine expansion maintenant, et ça c'est très difficile pour certaines personnes de se dire, de passer le cap, de se dire je change de vie. Ça veut pas dire forcément quitter l'Europe, quitter l'Afrique, quitter. Non, pas forcément. Tu peux agir déjà en pleine conscience en fait là où tu es, mais ça demande tellement en fait ça demande un déclic. Parfois, ça demande une violence, en fait, qui doit nous être fait pour qu'on se dise stop, je me lève et je me bats. Et je me bats, mais pas dans le sens où je prends les armes pour massacrer mon prochain, mais dans le sens où je prends mes armes pour pouvoir m'affirmer en tant qu'être vivant. Et ça, c'est difficile. C'est pas si évident que ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vraiment je me lève et je prends mes armes pour pouvoir défendre mon intégrité. Et c'est vrai que beaucoup de gens peut-être n'ont pas eu le déclencheur que j'ai eu, parce que moi, le véritable déclencheur, le dernier, ça a été la naissance de mon fils. C'est ça qui a fait un gros déclic. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et encore, ce sont mes enfants. Quand il y a eu toute cette période Covid, c'est là où je me suis dit, non, je vais certainement pas leur donner ce nouveau vaccin parce que je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je ne vais pas non plus les envoyer à l'école avec un masque parce que je sais ce que ça crée. Voilà, il y a des gens qui avaient des boutons. Et c'est ça qui m'a donné une sorte de force. Mais je dirais que cette force-là, beaucoup de gens n'ont pas pu la nourrir, parce que c'est vrai que la colère, quand même, est quelque chose qui augmente la force. Mais après, il faut être capable d'orienter cette colère dans une direction, dans celle de la vie, et pas simplement pour contester, pour encore mettre plus de chaos. Et je dirais que là où j'ai eu, entre guillemets, de la chance, c'est que j'avais à travers la maths, justement, j'avais les moyens ou les outils pour pouvoir mettre en pratique quelque chose tout de suite qui est à ma portée. Et c'est pour ça aussi que la notion de Ujima est très importante, parce qu'il y a différents cercles de responsabilité. J'ai constaté qu'en fait, il y a la responsabilité qui est mienne en tant qu'individu, et ensuite, je vais étendre ma responsabilité au niveau de ma famille, voilà, de ma femme, de mes enfants, etc. Je suis responsable de leur mieux-être et tout. Et ensuite, après, il y a la responsabilité au niveau du groupe. Et donc, voilà, avec ma famille et d'autres familles, on va former un groupe. Avec des amis, on va former un groupe. Avec mon travail, les gens dans mon travail, on forme un groupe et on devient responsable de ce groupe-là. Et ensuite, il va y avoir la responsabilité en termes de l'humain. Voilà, tous les groupes sont responsables de ce que va devenir l'humain, et ainsi de suite. Et en parlant avec des amis, des proches, la famille, je me suis rendu compte que, en fait, beaucoup essayent d'être responsables de choses qui sont beaucoup trop éloignées d'eux. C'est-à-dire, je prends l'exemple ici en Afrique avec le franc CFA. Beaucoup de gens veulent lutter pour mettre fin au franc CFA. Ou par exemple, si on doit reprendre l'exemple du Covid, l'exemple des vaccins, etc., il y a beaucoup de gens qui veulent faire la justice, mais par exemple, en se disant, il faut que Macron arrête, il faut que Pfizer arrête, mais c'est beaucoup trop loin. C'est beaucoup trop loin. Et quand la sphère de responsabilité est beaucoup trop éloignée, je vois qu'en fait, tout de suite, tu te dis, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Et donc, c'est en ramenant l'individu à sa zone de responsabilité que l'on a là les effets les plus efficaces. Et là, c'est quand j'ai compris cette clé-là que je me suis dit, d'accord, en fait,
le problème aujourd'hui, c'est que le système politique actuel fonctionne parce qu'il dit aux gens, bah, laissez, on va s'occuper de la santé. Laissez, on va s'occuper du droit. Laissez, voilà, les parlementaires sont là, vous votez, et nous, on va s'occuper du reste. Et donc, on va s'occuper de vos enfants. On va gérer. On va gérer pour vous. Et ce qui fait que les gens ne savent plus comment faire, ils ne savent plus quoi faire. Et quand on leur demande maintenant, on leur dit, mais si tu as le pouvoir d'être responsable, de reprendre ton autonomie, de t'émanciper, etc., eh bien, ils ne savent pas comment faire. Et comme ils ne savent pas comment faire, ils disent, bon, de toute façon, allez, autant aller, quitte à mourir. Et je crois que la phrase, c'est on va tous mourir. On va tous mourir, donc allons-y seulement. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment en venant ici au Bénin que je me suis rendu compte que, ben non, en fait, non. Et ça, je te rejoins totalement, Néo. Chacun, quel que soit le lieu où il est, en réalité, peut faire quelque chose. Exactement comme tu disais, avec la plante qui pousse entre le béton, là, qui va jusqu'à percer même le béton. Chacun, là où il est, peut briser le béton, la chape de plomb qui est en train de nous recouvrir, peut briser le plafond de verre ou peu importe comment on va l'appeler. On peut briser ça. On peut briser, chacun, là où il est, peut le faire parce qu'il y a une telle puissance de vie en chacun. Vous savez, le germe, les graines germées à l'époque, je me renseignais sur les graines germées quand j'ai commencé à les manger. Et le nombre de les vitamines qu'il y a dans, la puissance qu'il y a dans le germe, là, c'est incroyable, quoi. La vie est incroyable. Donc, elle est porteuse d'espoir. Il suffit juste de commencer, là, de se lancer un petit peu pour voir que, en fait, c'est ce qu'ils craignent en réalité. Hein. Ils craignent que l'on découvre que tout ça n'est qu'une tentative de nous voiler les yeux alors qu'ils ne sont absolument rien. En vrai, ils ne sont absolument rien. Je dirais même que en fait, c'est tellement simple. C'est tellement simple d'arrêter de nourrir ce qui nous détruit que ça devient très compliqué. Ouais, c'est clair, c'est ça. C'est exactement ça. Et le pire, c'est que mentalement, je me souviens quand j'ai commencé justement à changer de vie, il y avait un truc que je disais à l'époque, je disais mais c'est trop simple, c'est pas possible. Voilà, je liais simplicité à impossible. Ouais, c'est ça. Il y a deux aspects dans ce qui vient d'être dit que je voudrais relever. C'est d'abord l'aspect, quand tu vois un escalier, effectivement, si tu veux atteindre la dernière marche du 50e escalier sans passer par les 49 précédentes, c'est très compliqué. Et c'est un peu ça que les gens veulent faire. Et il y a un autre aspect, c'est l'aspect jouissance. C'est que beaucoup de personnes se disent on est foutu, c'est trop dur, je vais essayer de jouir jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière goutte. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont en train de louper la véritable jouissance, le véritable plaisir d'être en vie. Et c'est ça qui est occulté. Les gens pensent prendre du plaisir, pensent vivre d'une certaine manière au mieux. Quand on te dit YOLO, on ne vit qu'une fois, il faut que j'en profite. Mais non. C'est bien là. Ils ne savent pas ce qu'ils loupent à être eux-mêmes, à vivre. Voilà, c'était juste ça, une petite intervention. Ouais. Kenyon, ce que tu as évoqué justement par rapport à certains principes de la Mahat, donc c'est quelque chose donc, qui est intégré forcément dans ta démarche, puisque c'est par l'étude, je pense, de la Mahat qui a été en quelque sorte un déclencheur de cette élévation de conscience pour voir les choses telles qu'elles sont et te ramener, c'est-à-dire à ton niveau de responsabilité individuelle, sans bien sûr occulter les autres cercles de responsabilité, que ce soit la famille, que ce soit voilà le peuple, hein, c'est-à-dire qui est en humanité, hein, c'est-à-dire donc ces principes de la Mahat, en fait, il y a la notion d'individualité, mais il y a bien sûr aussi la notion du collectif. Hein. Le fameux Nun qui regroupe finalement, c'est les eaux primordiales, c'est le tout en fait, hein, c'est l'ensemble et c'est le point le plus haut de la conscience. Mais c'est-à-dire donc dans ton projet, c'est-à-dire que c'est pas juste une aventure individuelle, j'ai un éveil, une prise de conscience, etc. Il y a des actions donc qui sont entreprises par rapport au collectif, dans le sens où il faut recréer un nouveau modèle civilisationnel, une nouvelle société, entre guillemets, par ces principes-là, si j'ai bien compris. C'est exactement ça, Ben. C'est exactement ça. Et
et pour aller même plus loin, je dirais qu'on a vite compris que si on n'intégrait pas le collectif, ben, l'individuel ne servait à rien, en fait, finalement. Finalement, la vie ne se vit bien qu'avec les autres, au final, qu'avec les autres. C'est important, c'est important de l'entendre parce que justement, on voit quand même qu'il y a des logiques un peu de fuite où les gens, bah, c'est une sorte de survie. Certains vont pointer du doigt comme étant de l'individualisme, voire, c'est-à-dire au pire, une certaine forme de lâcheté, de quitter un peu le navire et tout ça. Mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que si je comprends bien la méthodologie, c'est que pour changer un ensemble, il faut que les individus qui composent cet ensemble se changent eux-mêmes par rapport à des principes communs et partagés. Exactement ça. Ouais, et moi je vois un autre aspect, c'est qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi l'aspect que, bah, on va prendre l'exemple de Noé. Noé, il va pas attendre d'essayer de construire son arche pendant que tout est inondé. Il va se mettre à l'écart pour construire son arche, pour avoir le temps, l'espace nécessaire pour construire quelque chose. Et là, je vois un peu la même chose, dans le sens où, comme tu dis, tu parlais d'atmosphère mortifère, en fait, de quelque chose qui est contre la vie, qui empêche le vivant de se déployer en Europe. Et donc, effectivement, tu n'aurais pas pu, dans l'état actuel des choses, t'émanciper et construire quelque chose. Donc, est-ce qu'il faut sombrer et couler et dire j'ai sombré avec vous comme sur le Titanic, ou est-ce qu'il faut essayer de construire une barque à côté pour dire les gars, venez, j'ai construit un truc, vous pouvez venir? C'est ça, c'est aussi ça la question. Alors, je voulais vous demander, pour ceux qui ne connaissent pas la Mahat, est-ce qu'on peut prendre le temps de lire les 42 idéaux de la Mahat rapidement? Pas de souci. Ça vous va? Moi, j'en ai une version. Je ne sais pas si tu en as une version, Kenyon, à disposition. Mais bon, non, tu me diras si celle-là est correcte. Donc, la première, j'honore la vertu. Je profite avec gratitude. Je suis en paix. Je respecte la propriété d'autrui. J'affirme que toute vie est sacrée. Je donne des offrandes véritables. Je vis dans la vérité. Je regarde tous les autels avec respect. Je parle avec sincérité. Je ne consomme que ma juste part. J'offre les messages de bonnes intentions. Je raconte dans la paix. J'honore les animaux avec respect. Je peux faire confiance. Je me soucie de la terre. Je garde mon propre conseil. Je parle de façon positive des autres. Je reste en équilibre avec mes émotions. Je suis confiant dans mes relations. Je tiens en haute estime la pureté. Je répands la joie. Je fais de mon mieux. Je communique avec compassion. J'écoute les opinions opposées. Je crée l'harmonie. J'invoque le rire. Je suis ouvert à l'amour sous diverses formes. Je suis indulgent. Je suis peu. Je suis simple. J'agis de manière respectueuse. J'accepte. Je suis ma guidance intérieure. Je converse avec la sensibilisation. Je fais le bien. Je donne des bénédictions. Je garde les eaux pures. Je parle avec de bonnes intentions. Je loue la déesse et le dieu. Je suis humble. Je réalise avec intégrité. J'avance à travers mes propres capacités et j'embrasse le tout. C'est déjà pas mal tout ça. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est beau et c'est un super pilier. Ouais, c'est pas un programme électoral, hein. Non. C'est des principes, ça va au-delà. C'est-à-dire que c'est des principes vraiment dans lesquels il est important, je pense, de se plonger, de méditer, de lire aussi en termes de symbolique, bien sûr. Hein. Et effectivement, tu évoquais tout à l'heure Noé par rapport à son arche, mais dans l'histoire biblique, en fait, avant même qu'il construise l'arche, il a passé beaucoup de temps justement à transmettre le message, les messages, hein, les lois, hein, c'est-à-dire c'est toujours les mêmes, hein, c'est qui dit c'est les lois de Dieu, c'est les lois du vivant, c'est les lois en fait, hein, effectivement par essence de ce qui est au-delà de nos capacités. Nous n'avons pas créé cet univers et cet esprit s'impose à nous. Et donc, de fait, transporte avec lui une législation, des lois, c'est-à-dire qu'il faut
reconnaître, qu'il faut entendre et il faut raisonner avec, hein, ça fait partie de nous, c'est une partie intégrante. Donc, il y a le côté aussi de déployer des efforts dans le fait de véhiculer ce message, quoi. Donc, je pense qu'à travers tes activités, c'est ce que vous faites. C'est ça, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaye de… On essaye de donner vie justement à ces 42 lois là, histoire que ce soit des lettres vivantes avec un esprit vivifiant et que chacun puisse, là où il est, quel que soit le lieu, parce qu'on a des témoignages d'ailleurs de gens qui, quand ils repartent en France, par exemple, après être venus suivre nos formations, ils se disent, mais en fait, oui, en fait, c'est possible. En fait, c'est possible d'emmener la vie là où on est. Et c'est ça, en fait, la vie est tellement puissante que lorsqu'on commence à appliquer ces principes de vie, on ne peut que remporter la victoire finalement, parce qu'elle est au-dessus de toute chose. La vie finit toujours par naître, elle finit toujours par renaître, et encore, et encore, et encore, quoi qu'il arrive. Donc, non, c'est exactement ça, c'est exactement ce qu'on fait. De toute façon, quand tu les entends, il y a quelque chose qui résonne énormément, c'est l'harmonie. Et je veux dire, si tu t'es fait l'effort de les appliquer déjà pour toi-même et que ensuite tu les expanses sur l'extérieur, tu ne peux qu'établir une harmonie. Ça ne peut pas être l'inverse de cette harmonie, juste. Enfin, moi, ça me parle comme ça, en tout cas. Rien que le fait de l'avoir écouté. Hein. Alors, moi, je veux dire, par rapport à la question de Ben, je peux témoigner pour Kenyon, parce que je l'ai connu avant qu'il parte, et j'ai vu son motus operandi, c'était « remettez-vous en question ». Tous les jours, il incitait autour de lui « remettez tout en question ». C'était pas seulement toi, ta remise en question, mais tu demandais en fait aux autres de se remettre en question, de tout revisiter, de se poser des questions, de réfléchir, d'être conscient en fait des choses. Et je voyais souvent en fait dans tes trucs, il y en a qui étaient là, mais tu es dur, Kenyon, quand même, tu vas loin. Mais tu persistais et tu as persisté tellement loin que tu as avancé en fait. Et j'espère que ça a inspiré beaucoup de gens et que ça continuera à inspirer. Yes. Non, on voit déjà, ça a inspiré, effectivement. Et oui, on va continuer pour que ça continue encore à inspirer de toute façon. Donc, et localement, je veux dire, les relations, elles se sont tissées au-delà de là où vous êtes implanté au Bénin. C'est-à-dire que vous avez pu faire des partenariats, par exemple, avec d'autres structures qui sont un petit peu éloignées de vous, ou c'est vraiment local? On a commencé à faire des partenariats justement avec des structures qui sont un peu plus éloignées, toujours au Bénin. Et en ce moment, il y a des structures du Cameroun, du Nigeria par exemple. Donc on est en train de voir comment, et au Togo aussi, on est en train de voir comment on peut travailler ensemble dans la sous-région. Voilà. Donc il y a des choses qui sont en train de se tisser. C'est extrêmement intéressant, et surtout d'autres qui sont intéressés de voir, parce qu'ils ne connaissent pas vraiment comment appliquer justement cette harmonie-là. Ils ne savent pas vraiment comment l'appliquer dans leur quotidien. Donc, certaines structures nous ont contactés pour vraiment former leur personnel, pour après repartir avec cet esprit-là. Donc, c'est vraiment ce qui se passe, c'est vraiment formidable, quoi. C'est vraiment formidable. Autant il peut y avoir des mauvaises nouvelles, mais en fait, à côté de ça, lorsqu'on sort des médias et qu'on va dans la vie de tous les jours, on se rend compte qu'il y a énormément de gens, en fait, qui veulent vraiment vivre, en fait, et qui se battent pour la vie. Et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Rien que d'être là avec vous, moi, ça me recharge. Moi, ça me recharge. Rien que d'être là avec vous, de vous entendre, de vous voir, ça me recharge, quoi. Et sinon, tu as observé ces dernières années un mouvement, en fait, qui allait dans le sens de ce que tu as fait toi, c'est-à-dire, voilà, il y a, comme on le sait, en France, c'est une terre d'immigration. Donc, voilà, il y a des Africains, il y a des Nord-Africains, il y a voilà, toutes sortes, en fait, de populations. Est-ce que tu as pu observer, toi, un mouvement comme ça de retour vers le pays d'origine, entre guillemets, ou la terre d'origine? Oui, il y a des mouvements comme ça, dont un d'ailleurs qui est au Bénin, et un autre aussi qui est au Congo. C'est, comment il s'appelle déjà le mouvement? Bref, en tout cas, ils prônent… ils appellent ça en anglais repatriation, un truc comme ça. Et en gros, ça prône justement le rapatriement, le retour à la terre-mère, etc.
pour pouvoir justement construire, bâtir un monde meilleur. Il y a effectivement des mouvements qui sont en train de grossir, je dirais, dans ce sens-là. Ouais. Et d'ailleurs, on essaye aussi, entre autres, de les contacter pour voir un peu dans quelle mesure on peut travailler ensemble. Et on est un peu prudent quand même, parce que, comme il a été dit tout à l'heure, beaucoup veulent retourner, mais nombreux sont ceux qui, après, reproduisent le système occidental, malheureusement. Donc, mais on voit quand même qu'il y a quand même ce niveau de conscience-là, de se dire, on va chercher quelque chose de mieux. Mais... Tu veux dire qu'ils ont du mal à sortir du formatage dans lequel ils sont nés, en fait. C'est que c'est compliqué. C'est exactement ça, Marine. C'est exactement ça. Ils ont du mal à sortir de ce formatage-là. Et c'est là où ce que Ben disait tout à l'heure était très pertinent, c'est qu'en groupe, c'est beaucoup plus facile. Si nous, aujourd'hui, on arrive à tenir, c'est parce qu'il y a des membres de l'association qui sont là. Voilà, il y a un soutien qui est là. Et le fait aussi de voir ce que les autres font, de voir que chacun est en train de se battre à son niveau, c'est que oui, on n'est pas isolé, on n'est pas fou. On n'est pas… non, il y a du monde qui va dans cette direction et ça fait plaisir. Et souvent, ceux qui n'arrivent pas à sortir de ce formatage sont ceux qui font un retour un peu isolé, quoi. Un peu isolé. De prime d'abord, il ne faut pas non plus leur jeter la pierre, hein, parce que, mine de rien, comme on le disait tout à l'heure, au final, c'est très dur. C'est très facile, en fait. C'est très facile. C'est marrant parce que c'est très simple. Et c'est pas facile. Et oui. C'est ça, c'est le vivant. C'est le vivant, ouais. Une complexité énorme derrière une apparente simplicité. Voilà, une plante qui pousse. C'est dingue. C'est dingue de se dire que ce qui est simple est très compliqué. Et tu continues à suivre, en fait, un petit peu ce qui se passe en France, sociologiquement parlant, voilà, toutes les problématiques, en fait, qui sont en train de briller de plus en plus, hein. C'est-à-dire, tu continues à suivre un petit peu, à t'intéresser, ou t'es détaché complètement? Non, je continue à m'intéresser parce que j'ai conscience que ce qui s'applique là-bas va s'appliquer ici. Donc, je continue à suivre pour justement pouvoir anticiper et voir peut-être, par exemple, dans le plan de notre autonomie, on se dit, oui, voilà, en 2027, on va essayer d'être autonome sur tel plan. Mais si on voit que, il commence à prendre une certaine, que la France commence à prendre une certaine tournure, tout de suite, on va revoir aussi nos plans parce qu'on a vraiment conscience que ce qui est décidé là-bas, qu'on le veuille ou pas, va s'appliquer ici, quoi, qu'on le veuille ou pas. Tant qu'on n'aura pas une force qui va venir justement contrer, on sera obligé de faire avec le monde tel qu'il est. Avant de changer le monde, il faut composer avec celui dans lequel on est. Donc, je reste très connecté de ce qui se fait là-bas. Voilà, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre bien déjà que tu as conscience de tout ça et que c'est pas une fuite parce que c'est plutôt tu as pris de l'avance, mais tu ressens et tu sais que ça va venir partout. Et vous n'êtes pas à l'abri non plus de tout ça. Pas du tout. Si on ne fait rien, on sera exposé comme tout le monde et ce sera même pire. Parce que encore, je dirais qu'en France, on peut encore dire oui, les droits de l'homme, voilà, on peut encore avoir un droit à un procès équitable, je ne sais pas quoi. On peut encore dire ça, même si ce n'est pas le cas. On peut le dire. Voilà, on peut le dire. Mais on peut le dire une fois que ça fait plaisir aux oreilles de ceux qui entendent. Mais ici, on va dire les droits de l'homme acquis. Voilà. Voilà. Donc non, ça va s'appliquer, ça va s'imposer même à nous si on ne fait rien. Oui. Tout à l'heure, on échangeait, tu vois, c'est-à-dire avec Néo, là, sur justement une actualité qui est tombée aujourd'hui, hein, par rapport… tu évoquais l'esclavage tout à l'heure par rapport au monde du travail ici. Effectivement, là, ça va être ceux qui perçoivent le RSA à partir de janvier 2024 qui vont être dans l'obligation de justement travailler, combien tu m'as dit, 15 heures? Travailler 15 heures, payer 7 € de l'heure. 15 heures par semaine.
Incroyable. On avance, on avance. De façon sous-jacente, ça, c'est clairement fait pour qu'il y ait une guerre entre les gens, en fait. Mais ça, c'est sûr. Mais j'imagine même, ça doit déjà être sur les réseaux sociaux, là, des histoires de oui, c'est bien fait pour eux, qu'ils travaillent. Ah, mais ça, c'est sûr. Mais ça, c'est sûr. Ouais, sauf que ces mecs-là, ils vont perdre leur travail, ils vont être remplacés par un gars qui est payé à 7 €. Exactement. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais il est où le code du travail? Aujourd'hui, j'ai même eu une information concernant, dont je ne donnerai pas de nom, une banque où j'ai appris en fait que c'était les robots maintenant qui géraient les comptes. Donc, en fait, quand t'as plus, il faut éviter les 3 mois de découvert pour avoir un bon point. C'est comme si en fait, on donnait une image comme récompense. On y est. Le système a... Le début du crédit social, de toute façon. C'est ça. Donc, en fait, les conseillers n'ont plus aucun pouvoir sur les comptes en banque. Parce qu'ils en ont eu un avant. Ouais, enfin, oui, entre guillemets. D'accord. Non, mais c'est terrible. Ça se répand partout. Ça se répand partout. C'est terrible. C'est une véritable pieuvre. Et là, c'est bête. Je voyais une publicité tout à l'heure qui passait sur YouTube. Je voulais écouter de la musique. Il y a toujours des publicités. Et c'était un organisme qui se vantait d'avoir donc grâce à l'IA en fait d'avoir développé en fait des personnages. Si tu tapes une phrase et tu as quelqu'un donc qui va parler, dire la phrase et tu vas l'entendre. Et il disait voyez, c'est formidable, grâce à ce nouvel outil, on n'aura plus besoin de payer d'acteurs ou de personnes pour parler et tout ça. Donc là très rapidement, grâce c'est marrant, on dévie sur l'intelligence artificielle. Mais très rapidement, en fait, grâce à l'intelligence artificielle, les gens vont se rendre compte qu'il n'y a plus de boulot, en fait. C'est ça. Il n'y a plus de boulot. Et ils vont tous être payés 7 € de l'heure parce qu'il n'y aura plus de taf. Il n'y aura plus de taf, voilà, c'est ça. Merci l'intelligence artificielle. Mais on arrive au film de Terminator et tout. Ils sont en train d'amener leur truc petit à petit. Moi, j'étais étonné de voir que y a au Bénin, là, de plus en plus, Talent, il est en train de pousser justement de plus en plus le pays à aller vers l'intelligence artificielle. Mais ce qui est bien, encore une fois, c'est que les infrastructures ne sont pas là. Donc, en fait, ce sont des effets d'annonce. Il y a des petites startups qui font des fabriques, des robots, des choses comme ça. Mais on sait très bien que dans le quotidien des gens, il y en a au moins encore pour 20 ans avant que ce soit vraiment... implémenté, donc on a encore un peu de temps ici, mais c'est clair que là on voit que mais qui est l'homme? Qui est l'homme finalement en fait? Qui est l'homme? Oui, je crois que la question doit être posée en chacun de nous, en chaque individu, de cette question profonde de qui on est justement et où on va et où sont passés aussi tout le sacré, toutes les traditions qui se perdent, qui nous amenait justement à un alignement qui nous permettait de communiquer, de vivre en communauté. Et on est en train de perdre tout ça. Et j'espère vraiment de tout mon cœur que les populations vont continuer à s'interroger, à se poser des bonnes questions parce que l'avenir de nos enfants est vraiment très mal parti. Ouais, mais c'est nécessaire tout ça. Mais je tiens quand même à préciser, on parlait de l'IA là. Il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas en avoir peur. C'est une extension de l'humanité. Et ce qu'il faut, c'est que l'humanité évolue plus vite que l'IA. C'est tout. Il faut qu'on prenne les rênes, en fait. Et voilà. C'est ça. Il faut qu'on garde le contrôle. Il faut qu'on garde le contrôle. La peur ne nous aidera pas. Voilà. Et un des éléments pour garder le contrôle que j'ai constaté, c'est la formation. C'est la formation parce que l'IA, elle, entre guillemets, on croit qu'elle est intelligente, on croit qu'elle est performante, mais quand on voit la stratégie d'abétisation de la population qu'il y a depuis des décennies et des décennies, en fait, on se rend compte que si on arrive avec une formation massive pour pouvoir augmenter le niveau de connaissance et de conscience des individus, l'IA ne pourra jamais contrôler. Au contraire, ce sera quelque chose qui va être au service de l'humanité et qui pourra permettre que du bien, en fait.
Et je pense que c'est ce parallèle-là qu'il faut qu'on montre maintenant. On doit être capable, on y réfléchissait un peu ici avec les membres de l'association, on se dit que, vu la situation dans laquelle on est obligé de composer avec l'IA. Et il faut qu'on la mette à notre service. Il faut qu'on montre aux gens. Il faut s'en faire un allié. 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 Et comme ça pourra permettre à d'autres de se dire, en fait, c'est possible de ne pas se faire avaler par ce système-là et au contraire, d'utiliser cette tentative d'aliénation de l'homme pour pouvoir, au contraire, comme tu disais, Néo, évoluer plus vite et monter plus vite, s'élever encore beaucoup plus vite. Donc, c'est un peu à ça que sert la concurrence, quoi, pour moi. Ah oui. Alors, juste un petit message. Donc, pour ceux qui, on va passer après, dans pas longtemps, à une phase de questions-réponses. Donc, si jamais vous avez des questions pour Kenyon, vous écrivez un Q majuscule, 2 points, et votre question, et comme ça, on la relèvera. S'il n'y en a pas, tant pis, c'est pas grave, ça sera pour une autre fois. De toute façon, il y aura un article sur le site qui sera lié donc à cette émission de ce soir, et donc avec tous les contacts concernant Ujima, et voilà. Donc, il pourra y avoir une continuité dans l'échange, et même si on ne sait jamais, peut-être que ça a éveillé des vocations, un amour du Bénin pour certains, donc on verra. Donc, on pourra continuer l'échange. Yes. C'est ça. Ouais, on va continuer. On peut passer, c'est-à-dire aux questions-réponses. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas, mais sinon, on va continuer l'échange interactif. En fait, sous forme de questions-réponses, c'est des questions qu'on se pose à nous-mêmes, à l'autre en même temps, des réponses qui peuvent être apportées, entre guillemets, par nous-mêmes, par l'autre. Ça sera des questions-réponses. Voilà. Donc, je vous propose de passer donc à la suite. Voilà. Alors, on va rester dans. Voilà. Ah, Kenyon, écoute, ton aventure, en fait, ton histoire, qui n'est pas terminée, hein, loin de là, hein, c'est-à-dire, elle a vraiment, c'est-à-dire, le goût de cette graine, justement, hein, qui donne l'arbre, hein, c'est-à-dire que tu allais vraiment dans la substance, dans les principes, et vraiment, cette élévation, en fait, cette prise de conscience. Donc, en quelque sorte, moi, je la vois comme une clé, donc un passage indispensable, c'est-à-dire vraiment le retour sur soi, c'est-à-dire à tous les niveaux, c'est-à-dire c'est un petit peu cette mort, hein, de la personnalité que nous étions dans ce schéma social, dans ce cadre social, et le fait d'opérer ce retour sur soi. Mais bien sûr, toi, tu n'es pas tombé sur la maths par hasard. C'est-à-dire que ça t'est venu comment, tout ça, en fait, ces principes de la maths? Alors, ça m'est venu petit à petit à cause déjà du passé chrétien que j'ai. Parce que je suis né dans une famille chrétienne et j'ai grandi, ma mère m'a vraiment élevé dans les 10 commandements. Voilà, de base, dans les 10 commandements, elle m'a vraiment fait grandir dans les 10 commandements. Et donc, à l'époque, déjà, en tant que fervent croyant, je me disais non, il y a un Dieu quelque part, il y a une justice quelque part, on doit être capable d'arriver dans cette justice-là. Et après, donc ça, c'était vraiment à cause de mon côté chrétien, religion, etc. J'avais déjà ça dans l'esprit, quoi, on va dire ça comme ça. Et puis après, j'avais quand même une certaine difficulté à pouvoir opérer maintenant la justice dans mon quotidien. Je cherchais déjà à pouvoir le faire, mais je ne savais pas comment exactement l'appliquer dans ma vie de tous les jours, dans mon alimentation, par exemple, dans mes relations, la façon de communiquer avec les autres, la façon de communiquer avec le monde, avec la nature. Parce que, je prends un exemple, à l'époque, j'avais un régime alimentaire qui était un régime carné, où je ne faisais pas, par exemple, attention du tout à ce qui est OGM, etc. Et je suis, au fur et à mesure du temps, tombé gravement malade. Et c'est après, lorsque mon médecin à l'époque m'a
parler d'injection de corticoïdes parce que je prenais des médicaments, il me prescrivait des médicaments et à chaque fois, il augmentait la dose et mon corps, au bout d'un moment, ne répondait plus. Et un jour, il m'a dit, il faut qu'on te fasse des injections maintenant de corticoïdes, etc. Et comme j'ai un autre frère qui était passé à peu près par le même schéma, bien avant moi, j'ai vu ce que ça faisait, en fait. Et qu'après, il augmentait même les passages à l'hôpital pour pouvoir augmenter la dose. Et donc, quand le médecin traitant à l'époque m'a dit ça, j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans le piège qui m'est tendu là de l'industrie pharmaceutique. Là, je vais essayer de chercher d'autres voies. Et c'est quand je me suis intéressé à ces autres voies-là et que j'ai vu justement dans ceux qui prônaient par exemple la guérison par l'alimentation biologique, naturelle, sauvage, etc., que j'ai vu les effets sur moi, parce qu'à l'époque, quand j'éternuais, j'avais une douleur qui traversait tout mon corps. Dès qu'il y avait le printemps qui arrivait, le rhume des foins, c'était terrible, mais c'était vraiment terrible. Et en l'espace de 3 années, grosso modo 3 années, il y a eu un changement radical. C'est-à-dire que j'éternuais encore un peu, mais il n'y avait plus du tout les douleurs, etc. Et c'est là, en fait, que je me suis dit, mais voilà un exemple vivant de ce que c'est que appliquer quelque chose qui ramène l'harmonie dans le corps. Et c'est à partir de là que je me suis dit, maintenant, je vais essayer de faire la même chose un peu dans tous les domaines. Donc après, certains, bien évidemment, au fur et à mesure de mes modifications, par exemple, j'avais des amis qui disaient « Ah, il est devenu écologiste ». Et puis, vous savez, chez nous, les Noirs, là, il faut savoir que ces histoires-là, ça passe pas, quoi. Encore quand chez les Blancs, c'est oui, les écologistes, ils mangent bio, c'est quelque chose qui est un peu à la mode. Mais les Noirs, le poulet, voilà. Donc, les gens disaient autour de moi, mais qu'est-ce que tu fais? Mais où tu vas? On m'a même dit à un moment donné, mais tu es rentré dans la franc-maçonnerie. des trucs complètement hallucinants. Bref, tout ça pour dire que quand j'ai commencé justement à appliquer ces choses-là, je me suis dit, mais en fait, il y a des lois, comme tu disais, Ben, tout à l'heure, il y a des lois, il y a des schémas qui reviennent, il y a une façon de faire qui est constante. Et petit à petit, j'ai commencé à écarter justement les différences et j'ai commencé à repérer les constantes, que ce soit dans les religions, que ce soit dans les cultures. Je me suis rendu compte que oui, il y a des constantes qui reviennent à chaque fois et qui permettent à la vie, que ce soit dans le corps, à l'extérieur du corps, de continuer à fonctionner et tout. Et après, c'est lorsque j'ai renoué avec les traditions africaines que j'ai vu qu'en fait, effectivement, il y a des civilisations très anciennes qui avaient déjà vu ça, en fait, et qui nous avaient déjà avertis à cette époque en disant suivez telle voie pour arriver à l'harmonie, comme disait Marie-Noël, pour arriver à l'équilibre, etc. Et cette voie-là, dans la tradition égyptienne, elle s'appelle la Mahat. Et c'est comme ça que j'ai adopté directement la Mahat. Je me suis dit, voilà, allez, on y va. C'est vraiment, je l'ai d'abord expérimenté et après, j'ai fini par valider les principes directement de cette philosophie-là. C'est une philosophie de vie pour moi. Certains disent que c'est une religion. Moi, c'est vraiment une philosophie de vie, quoi. Ouais, ça parle tout ça, hein. C'est-à-dire que concrètement, c'est-à-dire tu as observé dans le chaos comment le programme produisait le chaos et que ce programme-là, s'il n'était pas saisi, s'il n'était pas compris et entendu, forcément, il devient mortifère. Parce que on ne peut pas composer avec ce qu'on n'entend pas, ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on n'appréhende pas. Donc, cette façon, c'est-à-dire en fait d'observer en fait les phénomènes, les événements, la société, etc., forcément te ramène, c'est-à-dire par rapport à une référence intérieure qu'on a, même si elle est insoupçonnée, même si elle est inconsciente, ramène quand même un espèce de mécanisme en fait d'éveil, de prise de conscience sur justement l'inadéquation entre le décor et ce que tu as réellement au fond de toi. Et c'est un petit peu cette polarité entre le désordre et l'ordre, c'est-à-dire inconscient qu'on a en soi, qui déclenche ce couple de forces qui va nous réanimer en quelque sorte. Entendre que non, voilà, ce qui a le potentiel, c'est-à-dire qui est en moi, doit se manifester.
Et c'est pas ce décor qui est mortifère, en fait, hein, qui doit faire loi, en quelque sorte. Et c'est là où on réveille cette notion de liberté, entre guillemets, hein, individuelle. La liberté, c'est la possibilité de faire des choix. Voilà, c'est cette force-là de pouvoir, c'est-à-dire dire non, non à ce qui est imposé. Et voilà, toutes ces illusions, c'est-à-dire entre guillemets, qui sont dans le décor, doivent être comprises en fait. C'est même pas détruites, mais doivent être comprises. Elles s'annulent par elles-mêmes une fois qu'elles sont comprises. C'est exactement ça. Ça finit par disparaître de exactement ça. Ouais, c'est vraiment très intéressant. Hein. C'est-à-dire que parce que tu vois, même ton parcours, si tu veux, il peut être vu de différentes façons en fonction du logiciel, tu sais, que chacun a dans la tête. Il y en a qui vont dire oui, mais il est originaire de ce pays, il est venu dans ce pays, qu'est-ce qu'il a fait dans ce pays, il est reparti dans sa terre, tu vois. C'est-à-dire, tu vois toutes ces choses-là, c'est-à-dire que il faut les entendre, tu vois, c'est-à-dire il faut poser ça sur la table et en discuter le plus paisiblement possible, quoi. Yes. Et c'est vraiment important de comprendre la compréhension. Parce que sinon, on s'arrête dans une confrontation qui va être stérile, en fait, qui va être complètement stérile. Et c'est la compréhension qui mène à la solution, finalement. C'est le fait de se dire, quand je comprends le mécanisme de l'autre, quand je comprends comment… j'aime bien les termes que tu emploies, Ben, parce qu'ils sont très forts. Ce qui est à l'extérieur, là, quand on voit le décalage entre ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur, ça déclenche automatiquement quelque chose. Et ça me fait penser au principe de l'homéostasie qui se déclenche dès qu'il y a un déséquilibre. C'est en fait c'est une réaction complètement naturelle de vouloir essayer de remettre l'équilibre et de voir que, en fait, non, le décor, là, non, c'est un décor. C'est un décor, et puis on va changer de décor, et puis c'est tout. On va mettre un décor qui correspond à nous-mêmes. Et ce décor-là aussi, c'est important de le comprendre, parce qu'une fois qu'on l'a compris, on se rend compte encore plus que c'est notre absence de responsabilité qui a conduit à ce décor-là, qui ne nous correspond, que l'on voit à l'extérieur, en fait. Donc, comprendre le monde extérieur, c'est se comprendre soi-même, c'est comprendre ses tares, comprendre ses défauts, c'est comprendre ses forces, c'est comprendre son potentiel, en fait, qui doit se développer. Et ça me ramène aussi à l'enfance, à l'état de l'enfance. Je me suis rendu compte que les enfants, quand ils arrivent, quand j'ai eu mon premier fils surtout, je me suis rendu compte qu'ils arrivent dans un monde qui, pour eux, peut être vu comme un désordre total, comme un chaos total. Ils ne contrôlent absolument rien parce qu'ils sont dans un univers pendant 9 mois où ils ne font absolument rien, mais tout est là, la nourriture, voilà. Ils n'ont pas besoin de respirer, ils n'ont pas besoin de pleurer, ils n'ont pas besoin de… Tout est là. Donc, il y a une certaine sérénité, un certain calme, voilà. Et puis, dès qu'ils sortent du ventre, ça y est, il faut respirer, il y a de la lumière, il y a du chaud, il y a du froid. Qu'est-ce que c'est que ceci? Qu'est-ce que c'est que tout ce… Et donc, c'est un peu vécu comme un chaos pour eux. Mais en très peu de temps, en l'espace de 2-3 ans, un enfant récupère tout de suite le contrôle un peu de ses membres déjà. Et puis après, il vient avec des habitudes d'un être qui est extrêmement vivant. Je me suis rendu compte que les enfants sont beaucoup plus vivants que les adultes et qu'en fait, ils perdent de la vie. Parce que quand un enfant commence à te demander « Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il cherche à comprendre le monde dans lequel il est arrivé. Et c'est ça qui déstabilise parfois les adultes qui ne sont pas prêts. Et je me rends compte que c'est aussi ça qui déstabilise le système actuel. C'est qu'il y ait des enfants, des adultes qui soient pleins de vie et qui disent au système pourquoi ? Pourquoi ? Une simple question comme pourquoi je peux me vacciner, ça déclenche une réaction incroyable. Oui, c'est clair que on est plutôt dans un modèle, dans une société où c'est le comment qui prime. Pour moi, le comment, ça ramène à la matérialité et le pourquoi, il ramène au principe, à l'esprit. Qu'est-ce qui sous-tend ? C'est-à-dire ces lois qui s'imposent en fait à la matérialité, le comment faire, comment modeler, comment… C'est-à-dire on est vraiment… Et là, c'est vraiment la jonction, en fait. C'est pas d'écarter l'un au détriment de l'autre, pour la présence de l'autre. C'est vraiment comprendre que
ce comment et ce pourquoi, cette matière, ce corps et cet esprit doivent être en symbiose. Et là, nous sommes dans des sociétés mortifères où vraiment le pourquoi et les principes supérieurs sont complètement occultés, quoi. On est vraiment coupé du ciel, C'est de exactement ça. l'esprit. Et donc, il faut opérer cette connexion à nouveau pour Ouais. remettre. Après, l'histoire en fait de l'enfant là, c'est marrant parce que quand tu as évoqué, si tu veux, la vie, tu vois, c'est-à-dire entre 0 et 9 mois, c'est-à-dire intra-utérin, en fait, on imagine, on se projette que, ben oui, il a une conscience qui est déjà là, en fait. Hein, la conscience, elle est parfaite. Il y a le côté matériel qui doit se développer, le corps. Et on pense peut-être, c'est-à-dire que d'un point de vue de la conscience de cet enfant, c'est-à-dire qui est encore dans le ventre de sa maman, ben, il est paisible. Mais peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que justement, il y a une manifestation d'un malaise. C'est comme si on disait que ce potentiel qu'on doit déployer dans la vie, à ce moment-là, il est tellement fort, c'est-à-dire puisque la matière, elle n'est pas encore, les membres, ils sont pas encore fonctionnels, l'espace, c'est-à-dire il est manquant pour le déploiement. Donc cette puissance du potentiel, ça doit être une épreuve. Moi, je pense que l'enfant le cri de l'enfant à l'arrivée, il y a effectivement les explications, on va dire, physiologiques, physiques, mais il peut y avoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, il peut y avoir aussi un certain niveau, quoi, c'est-à-dire une épreuve, une souffrance, voire une souffrance. Hein. C'est vrai, ah, il y a forcément une souffrance. Il y a forcément une souffrance. Ouais, ça, c'est sûr. Ah, mais Alors, on a quelques questions. Ah, pardon, j'allais dire, on a quelques questions dans le chat. Je rappelle à ceux qui nous écoutent, on prend les questions uniquement si vous mettez un Q majuscule avant, 2 points, et ensuite votre question, afin que ça soit plus clair. Et voilà. Ouais. Il y a Amanda Chérine qui pose une question sur l'intelligence artificielle n'est-elle pas nocive à tout point de vue? A-t-on réellement besoin ou est-ce une création de besoin? Vaste question. Ok. Alors, n'est-elle pas nocive à tout point de vue? Moi, je pense sincèrement qu'il y a un équilibre dans toute chose. On peut, et comme on dit, tout excès nuit. Donc, l'intelligence artificielle, elle a son utilité à partir du moment où on ne devient pas dépendant de cette énergie-là, de cette entité-là. Pourquoi je dis ça? Parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui fonctionne un peu comme notre subconscient en réalité. D'après mon observation, ça fonctionne un peu comme le subconscient. Ça veut dire qu'il y a certaines tâches chez l'homme qui sont automatisées pour lui permettre de se concentrer sur autre chose. Par exemple, je ne suis pas actuellement je vous parle, mais je ne suis pas en train de réfléchir à la fréquence cardiaque, plus ma lymphe qui est en train de… Voilà, je ne suis pas en train de réfléchir à tout ça. C'est des tâches qui sont automatisées pour pouvoir me permettre de me concentrer sur autre chose, etc. Et je vois un peu l'intelligence artificielle comme une certaine manifestation de cet élément qui est le subconscient. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je vais déléguer à l'intelligence artificielle. Par exemple, si je prends une voiture pour me rendre à tel endroit, ben, je vais me laisser guider par le GPS. C'est une intelligence artificielle, le GPS, quelque part. Et donc, il va m'indiquer la route. Comme ça, je pourrais me concentrer sur autre chose. Pareil, on peut utiliser l'intelligence artificielle aussi. Aujourd'hui, on a vu avec, c'est quoi, ChatGPT, etc. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour gagner du temps, pour écrire, réécrire des articles, faire pas mal de choses, mais à condition de rester maître de la chose en question. Donc, elle n'est pas nocive pour moi à tout point de vue. Et la seconde partie de la question, en a-t-on réellement besoin ou est-ce une création de besoin? Alors, on n'en a pas du tout besoin en réalité. En vrai, on n'en a pas du tout besoin. Parce que le corps humain, le corps dont on est doté, est d'une puissance. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ces études-là, mais à l'époque, quand je m'intéressais, parce que je suis du milieu de l'informatique, de métier,
Et quand ils étaient en train de parler de fabriquer leur ordinateur super quantique, extrêmement rapide, etc., et ces gens-là, à l'époque, disaient que l'ordinateur le plus rapide du monde n'était pas aussi rapide que la pensée humaine. L'ordinateur le plus poussé en termes de processeur, de cœur, etc., n'était pas aussi poussé que le mental humain. Et ils en sont arrivés à la conclusion que le mental humain était l'arme la plus puissante qui existe sur cette planète. Et donc, quand moi j'ai entendu ça, j'ai pris conscience que, en fait, l'IA, ce n'est pas nocif en soi, mais en réalité, on n'en a pas besoin. Et au final, on finit même, à force de l'utiliser, quand on ne développe pas nos propres capacités, on finit par être dépendant de celle-ci. Donc, on n'en a pas du tout besoin, mais on peut l'utiliser à condition de continuer à utiliser quand même son corps pour pouvoir contrôler l'IA, pour pouvoir évaluer l'IA, pour pouvoir même continuer à faire évoluer l'IA, comme disait Néo tout à l'heure, à condition que nous-mêmes, on évolue toujours plus vite que l'IA. Voilà, c'est ça. C'est ça le truc. Mais justement, en fait, je vais rebondir sur ce que tu dis. Moi, je suis pas entièrement d'accord. En fait, donc, je reprends la question. L'IA n'est-elle pas nocive à tout point de vue? En fait, est-ce qu'un couteau est nocif à tout point de vue? Non. Tu ne vas pas que tuer des gens et les égorger avec un couteau. Tu peux aussi faire plein de choses d'utiles. Et voilà. Donc, pour l'instant, ça reste un outil. En a-t-on réellement besoin ou est-ce une création de besoin? Alors, avant, je pense qu'on n'en avait pas besoin. Mais maintenant, je pense que c'est essentiel dans le sens où on a besoin de se rendre compte que nous aussi, nous avons des capacités. Et si c'est nécessaire, en fait, d'être confronté à une espèce synthétique pour se dire il serait peut-être temps de réveiller nos capacités humaines, dans ce cas-là, on en a besoin. Dans ce cas-là, on en a besoin. Et je te rejoins, Kenyon, sur le reste. Bon, c'est un outil. C'est un outil et quand je disais tout à l'heure que l'important, c'était que l'humanité évolue, c'est parce que cet outil, c'est un amplificateur. Si on reste dans cette atmosphère mortifère, dans cette décadence, effectivement que cet outil va nous plonger plus rapidement vers le bas. Mais par contre, si on arrive à réveiller en fait cette étincelle de vie en nous, ça sera un outil qui va nous permettre de nous élever, tout simplement. Voilà. Ça sera ma réponse pour moi. Oui, c'est une vaste question, en fait, que celle de l'intelligence artificielle. Moi, j'aimerais dire qu'il n'y a pas d'intelligence chez l'homme. Je dirais l'intellect artificiel à la limite. C'est-à-dire, quand je dis il n'y a pas d'intelligence, pour moi, l'intelligence, c'est un plan vraiment supérieur qui est du domaine de l'esprit et qui s'impose, en fait, au vivant. Après, l'intellect, il y a même dans le mental, il y a différentes couches de mental, un mental inférieur, un mental supérieur, le supramental, etc. Donc oui, cette intelligence-là, même dans ses effets les plus négatifs, elle a son utilité. C'est-à-dire que comme on parlait du chaos tout à l'heure, c'est-à-dire comme un élément, effectivement, quand on l'appréhende a priori comme ça, c'est quelque chose de néfaste, mais on peut trouver du bon dans le néfaste, parce que c'est ce qui va pousser l'humain à se transcender, à devenir un surhomme. C'est-à-dire que concrètement, on est dans le monde de la polarité. Donc, le vrai, le faux, le chaud, le froid, etc. Donc, sans polarité, il n'y a pas de création, en fait. Et donc, une partie de nous-mêmes est dans cette conscience duelle, dans cette polarité. Et on a exactement aussi une partie en nous qui est au-delà de la matière, qui relève de l'esprit. Et on est tout ça à la fois. Donc, il y a vraiment, c'est-à-dire dans cette prise de conscience, une recherche de l'identité profonde de qui sommes-nous, de quoi sommes-nous faits, au-delà de ça, de qui sommes-nous. Et cette intelligence, effectivement, c'est de la technologie. C'est-à-dire, moi, je comprends la deuxième partie de la question, a-t-on réellement besoin ou est-ce une création de besoin? Effectivement, le besoin peut se créer dans l'idée du progressisme, c'est-à-dire de toujours progresser. Je veux dire, si on revient par exemple à l'époque de ceux qui n'avaient pas d'électricité ou quand l'électricité n'était pas connue, ils ne pouvaient pas être dans le besoin de l'électricité vu qu'ils ne la connaissaient pas. Donc, ça ne représentait pas du tout un problème pour eux puisqu'ils vivaient sans. Donc, et le fait de créer d'avoir la capacité de créer un besoin et de vendre ça
comme quelque chose de naturel au nom de ce fameux progressisme. Ah oui, mais l'électricité, c'est mieux, puisque ça apporte ça, 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 ça. Oui, mais par rapport à une situation où ça n'existe pas, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas ce besoin. Donc, effectivement, il y a une capacité de créer le besoin, et ça fait partie des flux commerciaux. Hein. On voit ça tous les jours, le marketing, les cabinets d'intelligence, recherche-développement pour inventer, c'est-à-dire de nouvelles choses et de lancer ça sur le marché avec des campagnes de publicité, etc., etc. On connaît toute cette mécanique qui est propre à ce modèle-là. Mais effectivement, l'intelligence artificielle, ça relève en fait du faire, du faire bien et vite pour se concentrer sur un essentiel. Donc, effectivement, tu as très bien souligné tout à l'heure que le fait que il ne faut pas tomber dans les pièges en fait de s'identifier à ça et de le laisser en fait à sa hauteur d'outil qui doit servir le vivant, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être nocif en fait. Et la nocivité, en fait, on peut la mesurer, on peut la prévoir, etc. Et ça fait partie de cette élévation de conscience, de ce travail sur soi que l'on fait. Et là encore, dans la méthode, c'est vraiment prendre conscience pour acquérir une certaine sagesse dans le rapport avec cette intelligence artificielle et aussi faire les efforts de déployer un petit peu tout ça, c'est-à-dire dans l'entourage. Et après, il y a des choses qui nous dépassent, hein, c'est-à-dire c'est aussi les tenants du modèle qui peuvent aussi imposer, je veux dire, la trame de développement de cette intelligence artificielle. Hein. C'est comme l'arrivée des portables. Au début, ça a levé des vagues de boucliers et tout ça. 10 ans après, c'était complètement popularisé. Hein. Idem pour l'Internet. Ouais, excusez-moi. Donc, on est à 1h48 d'émission. Je crois on s'était fixé un format de 2 heures. Je ne sais pas si on se tient là-dessus. Dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il nous reste 10 petites minutes. Est-ce que j'aimerais bien... je vois qu'il n'y a pas eu vraiment d'autres questions là pour l'instant. J'aimerais bien redonner la parole à Kenyon si tu veux exprimer sur certains points ou sur quoi que ce soit avant qu'on fasse un petit... comment on appelle ça? J'aurais bien aimé quand même rajouter un petit peu quelque chose par rapport à l'intelligence artificielle. Moi, je peux comprendre aujourd'hui l'inquiétude de tous ces individus qui se posent cette question. Elle est complètement légitime, cette question, et elle est profonde parce que justement, les gens sont envahis par des peurs, par l'inconnu et en même temps par le constat dans le moment factuel que nous vivons tous sur cette humanité décadente. Le constat qu'on fait aujourd'hui tout autour de nous, on voit bien que tout tourne à l'envers. Et donc, en fait, cette question, pour moi, elle s'élargit. Alors, dans tout ce que vous avez dit, moi, je vous rejoins. Sauf que l'inquiétude, elle peut être réelle parce que, en fait, dans ce que vous expliquez au niveau de l'évolution, je trouve que c'est ça, l'intelligence artificielle, on ne peut pas non plus toute la bannir. La problématique, elle est aujourd'hui, là, maintenant. Maintenant, dans le contexte dans lequel on vit et surtout dans les individus qui ont ça en main, ceux qui détiennent ça et qui ont le pouvoir d'agir derrière, on ne les connaît pas. Ils ne nous demandent pas forcément notre avis et nous-mêmes, nous ne manifestons pas non plus des questions assez précises pour justement savoir où on va. Donc, je veux dire, la vraie question qu'il faut que les auditeurs, ceux qui nous entendent ou qui vont discuter entre eux, entre amis et tout, et se poser, c'est ce que l'on vit aujourd'hui, c'est le reflet de ce que l'on est. Donc, si nous voulons vraiment créer un monde de bienveillance et d'harmonie, alors à nous aussi de nous responsabiliser face à ce qui est créé de ce qui nous est imposé. Arrêtons de dire de se laisser faire dans ce qui nous est imposé. Manifestons-nous et soyons responsables, posons les questions et allons droit, je veux dire, allons droit au but dans nos réflexions.
au lieu d'en parler entre nous, créons des associations ou je ne sais pas, créons des collectivités pour aller se déplacer ensemble et poser ces questions. C'est tout à fait légitime et c'est dans nos droits en tant qu'être humain de poser des questions. J'aurais poussé le truc plus loin, j'aurais même dit, mais créons nous-mêmes une intelligence artificielle au service du vivant. Enfin, on a pourquoi se dire, oui, ce sont les puissants, les gens qu'on ne connaît pas, qui sont cachés derrière, qui maîtrisent tout. Pourquoi ne prendrons-nous pas en main les choses nous-mêmes, à se dire, oui, dans cette fameuse, entre guillemets, dissidence, enfin, dans ces éveillés, j'ai du mal avec le mot éveillé maintenant, dans ces semi-éveillés, dans ces gens qui essayent de se réveiller, il y a des capacités, il y a des potentiels, il y a énormément de choses. Pourquoi ne nous effectivement regroupons pas pour créer en fait des outils pour servir le vivant? Et l'intelligence artificielle n'y échappe pas. Pourquoi en fait il n'y aurait pas une intelligence artificielle au service de la dissidence? Enfin, je dis ça comme ça, hein, je dis ça, je dis rien. C'est très pertinent. Hein. Non, j'avais envie de rebondir là-dessus parce que en fait, quand vous avez mentionné le portable, aujourd'hui avec le recul, on s'est rendu compte que le portable, l'homme s'est perverti avec cet outil. Et il en a toujours voulu plus et encore plus. Et puis aujourd'hui, quand tu lèves les yeux dans la rue, tu te rends compte que tout le monde marche avec le portable, les yeux fixés sur le portable. Il n'y a plus de regard autour de soi. Il n'y a plus de regard sur l'autre, il n'y a plus de regard sur la nature et c'est encore pire avec les enfants. Donc, moi, je pense que quand on crée un besoin, avant de le créer, on doit vraiment se poser des questions de savoir si on est apte à nous de le gérer, ce besoin. Parce que la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, ce portable, on fait face à tout ce côté en nous qui n'a pas été préparé pour recevoir ce besoin, en fait. Je suis complètement d'accord, Marie-Noël, je te rejoins parce qu'effectivement, c'est un peu comme la voiture. Avant de pouvoir utiliser une voiture, on te donne un permis. La voiture en elle-même n'est pas néfaste. Et comme on le disait, l'intelligence artificielle en elle-même n'est pas néfaste. Le téléphone en lui-même n'est pas néfaste. Mais je pense que ce sont des outils qu'il faut donner, qu'il faut mettre entre les mains ou que plutôt des êtres émancipés doivent se mettre entre les mains et doivent mettre dans les mains d'autres êtres qui sont émancipés. Et je pense que c'est là où on doit réussir aujourd'hui à trouver l'équilibre entre ce que Néo disait, créant nous-mêmes des intelligences artificielles. Mais si aujourd'hui, le téléphone portable a réussi à pervertir les humains, c'est parce que ces humains-là étaient pervertibles. Je ne sais pas si ça se dit, mais… C'est ça. C'est la fameuse phase. Il y a des manipulateurs parce qu'il y a des gens manipulables. Ça va dans cette vibration. Oui, parce qu'il n'y a pas de connaissance de soi, en fait. Le soi a été complètement occulté. 6 minutes. Ouais, moi, pour clore le sujet, je dirais que soit on comprend le programme tel qu'il est, soit on devient un élément ou un composant de ce programme et on reste à cette échelle-là, quoi. C'est-à-dire, mais on fait toujours partie du programme. Oui, exactement. Et puis, moi, je dirais que il y a cette phrase qui revient pour ceux qui connaissent un petit peu les textes, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il y a un moment, il faudra considérer qu'effectivement, c'est normal qu'il y ait des gens qui n'ouvrent pas les yeux. Mais il y en a qui les ouvrent et c'est eux qu'on doit chercher. Yes. Moi, j'ai envie de dire merci à Kenyon déjà pour nous avoir permis de passer ce temps avec lui. Merci, c'était une vraie joie de t'écouter. C'est très positif. Moi, j'adore, je kiffe. Et puis en même temps, j'ai envie de passer un petit message aussi à tous les auditeurs et les auditrices que si ils connaissent des personnes comme Kenyon qui ont réalisé des projets ou qui ont envie de porter des projets, qu'ils ont envie d'en parler, de nous contacter et que, comme avec Kenyon, on part sur une interview et à la découverte, voilà, du vivant. Du vivant en action lorsque la magie. J'aime bien la magie, l'âme qui agit, c'est... on combat. Pareil, on parle. Il y a des sorciers tout en haut. Soyons des sorciers du vivant aussi. Ouais, oui, voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai passé un très bon moment avec vous, que ce soit en off ou même comme maintenant ou même pendant la préparation.
Merci d'avoir pensé à moi et on reste connectés de toute façon. Hein. On est Ah des oui. cellules vivantes. On va créer un organisme multicellulaire qui sera extrêmement vivant Ah oui. et qui Ah va oui, être bien contagieux. Là. On va contaminer la vie à toutes les échelles. c'est ça. Et Merci. puis, justement, reviens nous donner des nouvelles, reviens nous donner des nouvelles de vos avancées, tout ça, ça serait génial. Avec Bah plaisir. oui, c'est important Avec de garder le contact, de structurer justement au-delà, c'est-à-dire de nos localités, de nos territoires, de maintenir des liens de qualité où les principes vraiment supérieurs sont mis en application et c'est ça qu'on recherche. Et pour moi, c'est la clé de l'affranchissement. Et je te remercie beaucoup, Kenyon, pour ton témoignage et pour ta venue, ta participation. Merci. C'est un réel plaisir à partager. Merci. Super. Bah alors, on va saluer tout le monde. On Oui. va passer un petit générique de fin et ben, on se dit à la semaine prochaine. Bah oui, bah, avec un autre invité cette fois, à moins que Kenyon ait d'autres choses à dire. Avec un autre invité. À la semaine prochaine, c'était un lancement et on vous remercie beaucoup pour la participation. Et ben, à très bientôt. À très Yes. bientôt. Bonne soirée à Bientôt. tous. Bonne soirée, à bientôt. Bye.